Chez nous, on parle de tout. Mais le numérique, c'est parfois un vrai casse-tête. Entre les réseaux sociaux, les jeux en ligne, l'achat du premier téléphone, pas toujours évident de bien comprendre les risques, enjeux et opportunités que peut apporter le numérique, ni de savoir comment poser les bonnes règles communes à toute la famille. C'est justement pour ça que Bouygues Télécom a lancé le programme Reconnecter, une série de vidéos YouTube animée par une psychologue pour des familles comme les nôtres, pour parler cyberharcèlement, cybersécurité, gaming, vie privée numérique ou achat du premier smartphone, sans tabou et avec bienveillance. C'est ludique, super utile et ça permet d'ouvrir facilement le dialogue à la maison avec tous les enfants de la famille. Parce qu'on se sent parfois dépassé et qu'on a tous besoin de repères pour accompagner nos enfants dans le monde numérique. Alors si vous êtes parents, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Bouygues Télécom pour découvrir le programme Reconnecter et vous saisir de conseils concrets et adaptés pour que le sujet du numérique ne soit plus un sujet d'embrouille à la maison. Allez, maintenant, place à l'épisode. This episode is brought to you by State Farm. Knowing you could be saving money for the things you really want is a great feeling. Talk to a State Farm agent today to learn how you can choose to bundle and save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Member Week is here at Lowe's. Don't miss your chance to get up to 40% off hundreds of items like paint, outdoor and home essentials, and more. Shop our exclusive deals happening in-store and online now through May 14th. Not a rewards member? Join for free today and get ready to save more. Lowe's, we help, you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Bonjour, je suis Élise et vous êtes sur The Cool Step Family, le podcast qui donne enfin la parole aux familles recomposées. Aujourd'hui, en France, un enfant sur 10 vit en famille recomposée. Cela représente 1,5 million d'enfants et ce chiffre est en constante augmentation. Les familles recomposées sont donc une part entière et non négligeable de notre société. Pourtant, elles en sont globalement ignorées car bien trop peu ou mal représentées. Nous avons tous en tête les stéréotypes sur la famille recomposée, de Cendrillon, harcelée par sa terrible belle-mère et ses méchantes demi-sœurs, à Blanche-Neige, dont la belle-mère est une sorcière, si jalouse de sa belle-fille qu'elle souhaite la tuer. Les beaux-pères, eux, sont bien souvent absents. En réalité, et je m'en suis particulièrement rendu compte au moment de mon propre divorce, il n'existe pas, ou peu, de représentation positive de la belle parentalité. Sur The Cool Step Family, vous entendrez des belles-mères, des beaux-pères, mais aussi des beaux enfants. Ils vous raconteront leur quotidien de famille recomposée, sans filtre et pour de vrai. Ils vous confieront leur histoire, vous transmettront leur expérience, vous raconteront leurs anecdotes et vous diront tout sur les défis, mais aussi sur la richesse que peut offrir la vie en famille recomposée. Parce qu'heureusement, dans la vraie vie, il est évidemment possible de s'épanouir dans sa nouvelle tribu et de réussir le challenge de la famille recomposée. Et en vérité, ça peut même être super cool. Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Emmanuelle a vécu une histoire toxique avec le père de son fils, dont elle finit par se séparer. Après plusieurs années à vivre seule avec son fils, elle rencontre Olivier qui a 2 enfants. Et même si les débuts sont compliqués pour Emmanuelle, qui met quelques résistances dans la relation guidée par ses peurs, c'est parti pour la vie en famille recomposée. Alors comment se décider à vivre un quotidien avec un homme et ses enfants quand on a vécu solo avec son enfant plusieurs années ? Quelle base poser pour que la famille recomposée fonctionne ? Comment faire fonctionner une famille recomposée avec 3 ados ? Quelle position doit avoir le parent et quelle place le beau-parent peut-il prendre ? Et quand ça ne partait pas très bien au départ, est-ce que ça peut bien se terminer ? Avec Emmanuelle, qui est en plus psychologue et nous a donc filé pas mal de petits tips, on a discuté de tout ça. Cet épisode est super riche, je vous conseille donc de vous caler confortablement et de savourer. Merci encore Emmanuelle, bonne écoute. Salut Emmanuelle, merci beaucoup d'être à mon micro aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux me dire ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille recomposée, s'il te plaît ? Bonjour Élise et merci de m'inviter sur ton super podcast. Avec plaisir. Alors moi je suis Emmanuelle, j'ai 45 ans, je suis psychologue et autrice, donc j'écris des livres. Et ma famille est composée de mon fils, Charlie, 14 ans, de mon mari, avec qui je suis en relation de couple depuis 8 ans maintenant,
Olivier, et de mes deux beaux-enfants, Emma, qui a 16 ans, et Adrien, qui vient d'avoir tout juste 12 ans. Voilà, donc les trois enfants ont 12, 14 et 16, ils sont à 2 ans d'intervalle chacun. Mon mari a eu un enfant entre ces deux enfants, mais qui n'est plus là aujourd'hui, je tiens à le préciser quand même, donc il a eu 3 enfants. D'accord, ok. Mais que toi, t'as connu aussi? Non, j'ai pas connu, il est mort à la naissance, donc voilà, mais je préfère le préciser, c'est important quand même. Oui, qui fait partie de l'histoire C'est familiale. ça, Ouais, je exactement. comprends. Ok, et donc vous avez 3 ados. Toi, t'es psychologue, donc en plus tu vas pouvoir, je sais pas, je me dis nous apporter, tu vois, peut-être des petits éclairages de par ton côté psychologue. Et puis famille recomposée avec des ados, j'en ai pas eu tant que ça, donc ça va être cool aussi. Ouais, 3 ados, c'est sport, c'est sport. Mais quand je les ai connus, donc, puisqu'on est en relation avec mon mari maintenant depuis 8 ans, on est mariés depuis 2 ans, mais en relation depuis 8 ans, bah, ils n'étaient pas ados. Donc, quand je les ai connus, ils avaient respectivement 4, 6 et 8 ans. Je Mhm. les ai connus, ils étaient petits. Et effectivement, c'est une autre paire de manches aujourd'hui. Il y a eu des difficultés à chaque phase. C'est quand même une belle expérience malgré tout. Bon, trop bien, tu vas nous raconter tout ça évidemment en détail. Et donc, est-ce que pour commencer, t'es ok de nous parler un peu de ton histoire avec le papa de ton fils Charlie? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai été en relation donc, avec le papa de mon fils pendant environ 7 ans. C'était une relation très particulière qui m'a beaucoup marquée parce elle a été vécue, en tout cas par moi, sous l'angle des violences psychologiques. Donc, c'est une relation particulièrement difficile. Euh, D'ailleurs, quand j'ai écouté un de tes derniers podcasts, je crois que c'était Manon que tu as interviewé, Ouais. qui en parlait aussi très bien. Voilà, ça m'a beaucoup fait Mm, penser d'une autre manière, parce que chaque histoire est différente à ce que j'ai pu vivre. mm. C'est pourtant un homme que j'ai follement aimé, hein, c'est là toutes les difficultés dans les relations d'emprise. Oui, complètement. Voilà, Ouais. c'est une relation qui a quand même duré. On a eu un enfant assez rapidement, de 2 ans à peu près, 3 ans après le début de notre rencontre, notre fils Charlie, et on s'est séparés quand notre fils Charlie avait 4 ans. Moi, c'est une relation de laquelle je n'arrivais pas à partir. Quand on est sous l'emprise d'un homme, c'est très compliqué de partir, même si on sait, et même si on est psychologue, hein, et qu'on sait ce qui était mon cas déjà, Mm. et même si on connaît tous ces mécanismes-là, ça reste pas moins difficile de prendre la décision de partir, parce que c'est beaucoup de sentiments qui sont entremêlés, entre la jalousie de l'autre, mais l'amour-passion de l'autre, la possessivité, l'enfermement, le dénigrement, etc., tout en même temps, euh, en ayant aussi des phases beaucoup plus calmes, apaisées, de courte durée à chaque fois, mais qui font qu'on se dit, bon, quand même, c'est quelqu'un de bien, quoi, c'est quand même dommage, en plus on a un enfant, je veux pas partir. Donc en fait, c'est une Mm. relation dans laquelle je suis restée assez longtemps. Et je crois que si le papa de mon fils ne m'avait pas quittée, puisque c'est lui qui l'a fait, je crois que j'aurais eu du mal à partir. Donc même si je savais que c'était ce qu'il fallait faire. Donc voilà, on s'est séparés quand notre fils avait 4 ans. Alors moi j'étais déjà belle-mère à l'époque, ça je le précise. Hein, je suis belle-mère aujourd'hui des enfants de mon mari, mais j'étais déjà belle-mère à l'époque puisque l'homme avec qui j'ai eu mon fils, mon premier fils, mon seul enfant d'ailleurs, avait déjà un enfant. Donc moi j'étais déjà belle-mère dans ma précédente union. Ok, d'accord, hyper intéressant, Voilà, ouais. donc j'ai été belle-mère avant d'être mère. J'ai été belle-mère d'un enfant, de l'enfant de mon premier conjoint, donc qui avait 7 ans à l'époque où je suis arrivée dans sa vie, et je m'en suis occupée de à peu près ses 7 ans à ses 14, 15 ans. Est-ce que tu le vois encore aujourd'hui? Alors non, et je dirais que ça a beaucoup influencé ma façon d'être belle-mère, je crois, parce que quand on vit une expérience où on s'investit beaucoup pour un enfant, l'enfant de l'autre, qu'on l'aime, qu'on s'occupe de lui comme si c'était le nôtre en fait. Hein. Moi, j'avais pas d'enfant à l'époque, donc j'avais tout le loisir et le temps, je dirais, de pouvoir et l'envie aussi de me consacrer à cet enfant. Donc, je m'en suis beaucoup occupée. Et puis c'est vrai qu'à la séparation, bah, il y a plus du tout eu de lien, en tout cas pas entretenu. J'ai essayé à quelques reprises, mais ça prenait pas. Donc je me suis dit bon, moi je suis pas là pour faire du forcing en quoi que ce soit. Je ne sais pas si c'est son père à l'époque qui a mis ça en échec. Aucune idée, peut-être, peut-être pas. Dans tous les cas, effectivement, je me suis toujours dit après, bon, c'est quand même très particulier de s'occuper d'un enfant, d'un ou des. Alors, moi, c'était un, mais je sais que d'autres belles-mères s'occupent d'autres enfants et n'ont plus du tout de lien après. Et c'est vrai que c'est assez difficile. Ça nous fait réfléchir sur la façon dont on pourrait éventuellement, dont on pourra éventuellement dans une autre relation, si ça devait arriver à nouveau, ce qui m'est arrivé à moi avec mon mari, se positionner par rapport à nos autres beaux enfants, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire ou ne pas faire, comment je vais investir le lien ou pas, en sachant que c'est quand même très difficile de s'occuper d'un enfant pendant 7 8 ans, de nourrir des sentiments pour cet enfant, de l'amour, et de ne plus du tout avoir de lien après. Pour moi, ça a été quelque chose d'assez difficile en fait,
qui a fait que j'ai pris des pincettes après, au début en tout cas, avec mes beaux enfants, les enfants de mon mari. Ouais, parce que compliqué en effet de savoir où placer le curseur, j'imagine, de l'investissement pour te protéger en fait. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Au début, on se protège beaucoup. Enfin, en tout cas, après ce genre d'expérience, on se dit, oh là là, je vais peut-être pas me replonger dans le bain, le corps entier, le cœur entier et l'âme entière. Je vais peut-être essayer de quand même d'y aller mollo. Parce que si ça me fait à nouveau la même chose, si à nouveau il y a séparation et qu'à nouveau je me suis beaucoup investie et que j'en souffre une nouvelle fois, mon petit cœur va pas le supporter. Donc c'est vrai qu'au départ, j'ai quand même essayé, alors sans y arriver hein, évidemment, parce que c'est pas dans mon tempérament, mais je me suis quand même dit, bon, protège-toi un peu. Bon, après, on a beau se dire ça, on n'y arrive pas forcément, quoi. Ouais, mais par contre, ouais, j'y reviendrai quand on va rentrer après dans la famille recomposée, tu vas nous développer ça parce que je pense que c'est hyper intéressant. Si là, on revient un peu sur le moment de la séparation, Oui. est-ce que t'es ok un peu de nous raconter comment ça se passe, pas forcément en rentrant dans les détails, mais tu vois, ne serait-ce que qui part, comment vous organisez pour votre fils, est-ce que c'est compliqué pour toi de te reloger ou pas, ou d'ailleurs est-ce que c'est toi qui restes dans votre logement? Alors moi, je vivais chez lui, il était propriétaire de son appartement, donc quand on s'est séparés, c'est moi qui suis partie. À la hâte puisque ça se passait extrêmement mal et donc en fait en voulant en faire rapidement, j'ai trouvé un studio. Donc on a vécu pendant 3 ans, comme mon fils avait 4 ans, de ces 4 à 7 ans, on a vécu tous les deux. C'est important que je précise ça parce que ça va beaucoup influencer la relation que j'ai avec mon fils encore aujourd'hui. On a vécu tous les deux dans une fusion totale finalement, dans un studio pendant 3 ans, puis après dans un appartement un peu plus grand où lui avait sa chambre, moi je dormais dans le salon. Bon, je vis en région parisienne, c'est compliqué de trouver, quand on a un seul salaire, qu'on est une femme en région parisienne, c'est très compliqué de trouver des logements C'est clair. où on peut avoir plusieurs chambres sans payer un rein. Donc du coup, on s'est retrouvés dans un studio pendant 3 ans, puis dans un appartement un petit peu plus grand où lui avait enfin sa chambre. J'avais tellement à cœur qu'il puisse, s'il voulait inviter des amis, des copains d'école, etc., au moins avoir sa chambre qu'il puisse avoir son intimité. Et donc pendant 6 ans, on a vécu tous les deux. 3 ans donc dans un premier temps dans un studio où vraiment ça a renforcé après la séparation avec son papa. Ça a renforcé, déjà que notre lien était très étroit avec mon fils, ça a renforcé notre fusion, puisqu'on était dans la même pièce, on vivait dans 30 mètres carrés en permanence, tous les deux. Je l'avais à l'époque tout le temps, toute la semaine, sauf le mercredi et le jeudi où son papa le prenait. Mais donc je vivais principalement seule avec lui. C'est moi qui en avais la garde. Il n'y avait pas eu de jugement puisque nous n'étions pas mariés, pas pacsés ou quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de jugement pour la garde. On s'en est débrouillé comme ça. Et puis après, quand on a vécu 3 ans dans un autre appartement, donc un petit peu plus grand, où Charlie avait enfin sa chambre, on a été quand même encore tout à fait fusionnels. À l'époque, je débutais ma relation avec l'homme qui est devenu mon mari aujourd'hui, mais je ne voyais cet homme que le week-end, en fait, quand je n'avais pas mon fils, puisqu'à cette période-là, mon fils avait choisi, il était un peu plus grand, de voir un petit peu plus son papa. Mais ça a été une période vraiment où on s'est retrouvés tous les deux et on a appris à fonctionner à deux. À partager énormément tous les deux. Donc Charlie a pu voir, même si j'essayais évidemment de masquer tout ça, des moments où je n'allais pas forcément bien. J'ai vu aussi des moments où lui n'allait pas forcément bien. Ça a été quelque chose d'assez difficile pour lui quand même, la séparation de ses parents. Voilà, il pouvait pleurer, dire j'ai perdu ma famille, je me retrouve toute seule avec toi, etc. Ça a été quand même quelque chose d'assez éprouvant. Et puis finalement, comme beaucoup d'enfants, les enfants finissent par accepter cette situation en y trouvant parfois des avantages d'ailleurs. La séparation a été une libération pour moi puisque c'était une relation que je vivais très difficilement évidemment, dans laquelle il y avait énormément de possessivité, de jalousie, de dénigrement, de comportements humiliants. Donc moi, c'est vrai que j'ai vécu cette séparation, à la fois de manière très stressante, parce que ça a été très dur de me retrouver toute seule, à m'occuper de mon fils, à payer un loyer, etc. Il y avait beaucoup de sources de stress autour de la gestion du quotidien. Mais pour autant, sur un plan psychique et émotionnel, moi, je l'ai vraiment vécu comme une libération. Je pouvais enfin me retrouver, réapprendre à fonctionner comme une femme autonome, indépendante, qui a le droit de se mettre du rouge à lèvres, qui a le droit de porter des talons, qui a le droit de sortir, même si j'avais pas forcément beaucoup le temps pour ça. Et donc, ça a été aussi une phase de reconstruction, cette séparation pour moi à l'époque. Et quand tu y penses encore là aujourd'hui, du coup, pour toi, cette période de maman célibataire, c'est plutôt des bons souvenirs? C'est plutôt positif? Oui, Ouais. oui, complètement. Oui, c'était vraiment de bons souvenirs dans le sens où j'avais vraiment une relation privilégiée avec mon fils. Vraiment une relation privilégiée. C'est-à-dire qu'avec son papa, on était comme, quand c'est le cas pour des couples qui se séparent, on n'était pas forcément d'accord sur le mode éducatif, sur la façon de s'occuper de notre enfant, etc. Et là, c'est vrai que comme je me retrouvais toute seule, j'avais enfin le loisir et le champ libre
pour pouvoir m'en occuper comme je le décidais, comme je le souhaitais. Et ça, vraiment, ça a été quelque chose de très important pour moi, en fait, de me retrouver moi et de me retrouver aussi en tant que maman, comme j'avais envie de l'être pour mon fils. Donc c'est vrai que c'est une période que j'ai plutôt bien vécue, en fait, hein, même malgré le stress du début. Hein, une séparation, ça reste pour le moins, même si on est OK avec l'idée de se séparer, ça reste quand même quelque chose, enfin une situation de vie assez stressante par rapport à tout ce qu'on doit gérer après seul. Même si j'étais moi très heureuse de m'occuper de mon fils, élever un enfant seul, ou quasiment seul, hein, puisque son papa ne le prenait que voilà, 1 ou 2 fois par semaine, ça reste pour le moins assez épuisant, fatigant et stressant, même si j'étais très heureuse de cette situation et de pouvoir vraiment enfin retrouver une certaine liberté. T'avais de l'aide un peu, du relais, de la famille ou des amis Pas du tout. Pas du tout parce que je n'ai aucune famille en région parisienne. Moi, ma famille est dispatchée à l'étranger et dans le sud-ouest de la France. Ce qui fait que je n'avais absolument aucun relais. Donc effectivement, quand je dis que ça a été stressant, fatigant, etc., même si j'étais hyper heureuse hein, de m'occuper de mon fils, c'est vrai que je m'en suis exclusivement occupée seule. Aucun relais, pas même une amie ou qui que ce soit qui pouvait prendre le relais, s'en occuper un soir ou quelques heures, etc. Donc après, je savais en me séparant qu'il en serait ainsi. Hein. Je m'étais pas fait de film sur ce que serait ma vie après la séparation. Et donc, pour autant, voilà, c'est des moments que je ne revivrai pas autrement. J'étais très contente de pouvoir m'occuper de mon fils, voilà, comme je l'entendais. Et tu disais que des fois, il pouvait te dire qu'il avait perdu sa famille, etc. Toi, qu'est-ce que tu lui disais, tu vois? Je me dis qu'évidemment, il n'est pas le seul à avoir eu ce type de mots dans cette Oui. situation. Tu lui disais quoi, toi? Bah, même quand on a beau être psychologue, on est maman avant toute chose, et quand on voit son enfant pleurer et dire ça à un moment où on s'y attend pas forcément d'ailleurs dans la journée, on n'en reste pas moins décontenancé. Donc mon discours, c'est celui, je pense, que peuvent tenir en tout cas beaucoup de mamans. C'était de lui dire, je comprends que tu sois triste, enfin, d'accueillir son émotion, de la valider, de lui dire je comprends, c'est difficile, tu ne vois plus ton papa tous les jours, tu n'as plus la même maison qu'avant, maintenant tu en as deux, tu vois moins, voilà, moins papa qu'avant, tu vois plus papa et maman ensemble, etc. Pour autant, tu as toujours ton papa et ta maman en fait. C'est le couple de tes parents qui s'est séparé, mais toi tu as toujours ton papa et ta maman. Donc j'ai essayé de le rassurer comme ça, mais c'est vrai que du même coup, bah, il voyait moins son frère aussi, le fils qu'avait déjà eu son papa. Donc forcément, la séparation, ça induit ça aussi. Parce que forcément, lui, il avait pendant 4 ans, puisqu'il avait 4 ans au moment de notre séparation, pendant 4 ans, il voyait son frère 1 semaine sur 2. Et là, il le voyait beaucoup moins pour le coup. Et donc ça a été extrêmement difficile aussi. Parce que c'est pas le sentiment qu'il avait eu seulement de moins voir son père, c'était aussi, bah, je vois plus mon frère. Et ça a été douloureux pour lui. Il en a souvent parlé quand il était plus jeune. Et eux, ils se voient plus du tout non plus aujourd'hui, ou quand même un peu via leur père? Alors son frère maintenant, bon, il est grand, hein, il a 24 ans, donc il vit en appartement, il a un travail, donc il se voit beaucoup moins. Et je sais que c'est quelque chose qui a pu être difficile pour mon fils tout le long. Après, c'était 2 enfants qui avaient 10 ans d'écart. Hein. Donc dans les familles recomposées, parfois comme ça arrive qu'il y ait un grand écart d'âge. Et c'est vrai que ça crée des relations avec le frère ou la sœur quand il y a un écart d'âge aussi large que celui-là, qui peuvent être assez distendus, quoi. Tant que l'enfant vit encore sous le toit, ça va, mais quand il part prendre son indépendance, vivre sa vie, trouver son boulot, avoir un appart, effectivement, bon, ça fait des frères et des sœurs qu'on voit beaucoup moins, et ça n'en reste pas moins douloureux pour les petits qui sont encore sous le toit, quoi. Ouais, c'est clair. Et est-ce qu'à ce moment-là, donc tu te retrouves maman célib, t'as vécu tout ça, est-ce que tu penses des fois à l'après? Est-ce que tu t'imagines vivre dans un format de famille recomposée, ou est-ce que t'es pas du tout dans les rencontres? Enfin, tu vois, t'imagines comment ton après? Alors, à ce stade-là, je suis pas du tout dans les rencontres, en tout cas, que j'imagine pouvoir durer. Je suis plutôt dans une envie de me retrouver moi, de profiter de la vie, de faire des rencontres, qu'elles durent ou qu'elles durent pas. Enfin, en tout cas, plutôt qu'elles durent pas. J'ai plutôt ça en tête dans cette phase-là, en tenant compte aussi que mon quotidien, c'est au quotidien où j'ai mon fils tout le temps, sauf le jeudi soir et le dimanche. Du coup, ça limite aussi grandement la possibilité de faire des rencontres. De toute façon, à ce stade-là, véritablement, je suis vraiment pas dans l'optique de me poser à nouveau avec quelqu'un. Enfin, quand on ressort d'une relation d'emprise, en fait, on a véritablement besoin d'une période où on est seul pour pouvoir se retrouver, se reconstruire, se reconnecter à soi, savoir ce qu'on veut vraiment. Donc, en fait, je suis plutôt dans l'idée de pouvoir profiter de la vie, des plaisirs de la vie, tout en sachant que voilà, mon quotidien, c'est un quotidien où potentiellement, si je veux faire des rencontres, bah, ce sera le jeudi ou le dimanche, ce qui est quand même assez limité, en sachant que je n'ai aucun relais. Donc à cette période-là, je m'installe, enfin je me mets sur les applis de rencontres en fait. Voilà, je me mets sur des applis pour voilà discuter, faire des rencontres ou pas d'ailleurs. Mais vraiment, j'ai pas du tout en tête de me poser avec quelqu'un, vraiment pas. Et j'ai pas du tout envie de ça à cette période-là.
Dac. Et par rapport au fait que du coup, tu es déjà vécu dans un schéma de famille recomposé, est-ce que toi, tu avais pu rencontrer des difficultés, tu vois, par rapport à ton rôle de belle-mère avec ton bel enfant, ou est-ce que ça, en tout cas, ça te posait aucun souci? Alors personnellement, ça ne me posait aucun souci. Je savais très bien, à l'âge que j'avais à peu près 36 ans au moment de la séparation, je savais très bien que si je rencontrais quelqu'un pour une relation durable, il aurait probablement lui aussi des enfants. Je dirais même que rencontrer un homme avec des enfants, ça me rassurait plutôt qu'autre chose. Je me disais, bon, bah, si c'est un homme de mon âge qui a des enfants, c'est quelqu'un qui sait ce que c'est. Moi, j'en avais un, donc à cette période-là, hein, où j'étais seule, qui avait 4 ans. Donc je me disais, bah, si un jour je dois rencontrer quelqu'un qui a des enfants, voilà, c'est quelqu'un qui saura s'y prendre, qui en a déjà lui-même, qui sait ce que c'est, qui a déjà aussi vécu potentiellement une séparation. Donc en fait, ça me rassurait plutôt. Mais même à l'époque où j'étais célibataire et où j'ai rencontré le père de mon fils, il avait donc un premier enfant. Et ça me rassurait, l'idée que ce soit un père de famille. Bon, bah, je ressors de la relation avec le père de mon fils en me disant, bon, c'est pas une garantie de sérieux Ouais. ou de rencontrer quelqu'un de mature, etc. Mais dans tous les cas, moi, l'idée de rencontrer un homme avec des enfants n'était pas quelque chose qui pouvait me gêner. Je me disais pas, oh là là, mon Dieu, je vais forcément rencontrer un homme de mon âge avec des enfants. Ok. Et le fait d'avoir été belle-mère, c'est quelque chose que tu avais pu apprécier, en plus de l'avoir été avant d'être mère? Oui, j'ai apprécié. C'est pas quelque chose qui m'a rebutée. Je sais que on peut, hein, et ça peut être légitime, je veux dire, hein, quand on est une femme ou un homme, de se dire, moi, j'ai pas envie de m'occuper de l'enfant de quelqu'un d'autre. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérangeait. J'ai grandi dans une famille où ma mère faisait comme travail assistante maternelle, c'est-à-dire qu'on gardait à la maison des enfants placés par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Donc, j'ai grandi dans un foyer où ma mère, nous, finalement toute la famille, on s'occupait des enfants qui avaient été placés chez nous. Et donc, moi, dans mon idée, c'est-à-dire s'occuper des enfants des autres, c'est un peu ce que j'avais fait durant toute mon enfance, mon adolescence. Donc, c'était pas quelque chose qui pouvait me gêner. Et l'idée de pouvoir m'occuper des enfants d'un autre après ma séparation avec le père de mon fils, j'avoue que j'y ai pas pensé en fait. C'était pas du tout une question que je me posais. C'était une réalité à laquelle je me disais je me confronterais sans doute, mais sans que ça me pose problème. Ok. Et toi, tu as pu rencontrer des hommes à qui ça posait problème que toi, tu sois mère ou pas spécialement? Comme les rencontres que j'ai faites à cette période-là, avant de rencontrer bah, l'homme qui est devenu mon mari, c'était des rencontres de courte durée. J'ai envie de dire, c'était pas gênant. Ouais, d'accord. C'était pas C'était gênant pas le parce que le sujet se posait sujet. pas. Ouais, Ouais, ok. c'est ça, ça se posait vraiment pas. Et du coup, je pense que si j'avais été peut-être cette période-là, parce que je suis restée, on va dire, célibataire, en tout cas non officiellement en couple pendant 2 ans après la rupture. Je pense que si j'avais été à cette période-là dans une recherche active d'un homme avec qui me poser, je suis assez convaincue que ça aurait pu en gêner certains, hein. Mais ce que j'aurais pu comprendre, hein, je peux comprendre qu'on soit pas forcément prêt en tant qu'homme ou femme à se poser avec une personne qui a déjà des enfants. Hmm. Moi, j'entends ça, je respecte ça. Et en l'occurrence, moi, ça ne me posait pas de soucis. Ok. Et raconte-nous alors cette fameuse rencontre avec Olivier. Comment lui, il débarque dans ta vie? Alors lui, il débarque dans ma vie. Alors, il avait très peu de temps. Il avait 2 enfants, donc lui en garde alternée, une semaine, une semaine. Moi, j'avais mon fils, donc comme je le disais tout à l'heure, 5 jours par semaine. Donc on se rencontre, comme on n'a pas le temps, ni l'un ni l'autre, de sortir. Lui, il a un poste à responsabilité. Moi, je suis psychologue, j'enchaîne les rendez-vous avec mes patients, etc. Pas le temps de sortir le soir, enfin honnêtement. Donc en fait, il était sur des applis de rencontre, moi aussi. On était sur la même appli en l'occurrence. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ok. Euh, Parce qu'en l'occurrence, on n'avait pas le temps voilà, de sortir le soir avec des amis, d'amis, d'élargir notre cercle, de finir par se rencontrer d'une manière naturelle. Moi, j'avais un cercle que restreint d'amis. Lui, il avait un cercle assez large d'amis, mais pas forcément toujours la possibilité de sortir pour faire des rencontres. Et j'avoue que les sites de rencontres, moi, c'est parfois ce que j'encourage mes patients à faire quand ils se retrouvent dans une période de célibat. Je trouve que c'est un moyen comme un autre de nos jours de rencontrer des personnes, et surtout quand on n'a pas forcément le réseau pour faire des rencontres ou pas forcément de temps Hmm. pour faire des rencontres. Et on s'est rencontrés comme ça en fait sur une appli. Alors moi j'étais encore dans ma phase où j'avais pas envie de m'engager, hein. J'étais là, je vais faire des rencontres sympas, mais ça va pas durer plus que ça. Et lui, en revanche, était dans une phase où il voulait faire des rencontres sérieuses, enfin se poser. Hmm. Donc on s'est rencontrés et puis très rapidement j'ai senti que c'était quelqu'un de très sérieux, euh, quelqu'un de très bien, très gentil. Enfin, j'avais pas l'habitude, plus l'habitude, de très gentil, de très respectueux. Et ça m'a fait très peur. Attends, ça m'intéresse quand même. Comment tu le sens, ça, tu vois, parce que c'est une vraie question. Tu nous en as parlé aussi. Tu peux penser que quelqu'un est hyper gentil et en fait, c'est pas du tout le cas une fois que tu vis Oui. avec lui. Comment toi, là, tu sens, alors qu'en plus, t'as vécu cette histoire difficile avant, concrètement, comment tu te dis, bah, lui, c'est différent des autres? Alors, en tout cas, c'était différent du précédent, c'est-à-dire de l'homme que j'avais rencontré
et avec qui j'ai eu un premier enfant. Je l'ai senti parce que quand on sort d'une relation dans laquelle on est sous emprise, où il peut y avoir des violences psychologiques, du dénigrement, vraiment de l'indifférence, etc. Là, et ça a l'air très banal ce que je vais dire, et presque on pourrait en rire, mais quelqu'un qui répond à vos messages, déjà. Quelqu'un qui répond, ça a l'air banal, mais c'est pas le cas dans des relations où il peut y avoir une forme de rapport de force. Quelqu'un qui répond aux messages, quelqu'un qui vous fait des compliments, quelqu'un qui n'a pas peur en fait d'exprimer des sentiments positifs en fait, ou de vous dire qu'il a envie de passer du temps avec vous, ou que vous lui manquez, ou que vos messages lui manquent. C'est comme ça que je sens en fait assez rapidement que c'est un homme en qui je peux avoir confiance, qui a l'air vraiment d'avoir des valeurs voilà, de respect de l'autre, de respect de la relation, de respect de la femme en général. Euh, voilà, moi j'étais sortie de cette première relation avec le papa de mon fils avec vraiment des red flags. Hein. Je me disais, s'il y a ça, ça, ça et ça, j'y vais plus en fait. C'est pas la peine. Dis-nous les red flags, ça peut servir. Alors moi, c'était vraiment un homme qui ne répond pas aux messages ou qui, on le sait bien, peut mettre. Alors non pas que j'attendais une réponse du tac au tac, hein, je répondais pas forcément du tac au tac non plus, mais qui vous dit j'ai pas le temps de te répondre, ou là j'ai pas le temps de te voir, ou là j'ai pas. Enfin, voilà. Donc quelqu'un qui répond au message, encore une fois, ça paraît simple, mais c'est quand même quelque chose d'important. Quelqu'un qui n'a pas peur d'exprimer des sentiments positifs, quelqu'un qui n'a pas de mal ou qui se sent pas faible à vous mettre en valeur, ou qui n'a pas besoin, en tout cas, de vous rabaisser pour en prendre lui de la valeur. Voilà, pour moi, c'était vraiment ça. Voilà, les red flags, c'était vraiment l'absence de réponse à des messages. Ça aurait été ça, en tout cas. L'absence de réponse à des messages, le fait de tarder à ce qui est éventuellement une première rencontre, le fait que cet homme soit incapable peut-être de vous faire des compliments, soit dans le rapport de force, ou ne s'intéresse qu'à lui, ne parle que de lui, sans vous poser de questions sur vous. Donc quelqu'un qui est curieux, voilà, c'était les qualités premières que j'ai vues chez Olivier, donc l'homme qui est devenu mon mari, et que j'ai fortement apprécié en me disant, bon, ça c'est quelqu'un qui vraiment a l'air. Alors bon, ça ne m'empêchait pas de rester très méfiante, hein, mais de me dire, bon, là quand même, j'ai le sentiment d'être face à quelqu'un de bien. Je me suis pas trompée, hein, en l'occurrence. Ouais. Mais j'aurais pu, hein, parce que parfois il y a de très bons manipulateurs. Hein. Ouais, c'est ça, c'est pas facile, ouais. Oui. Et quand est-ce que vous discutez de vos enfants? Est-ce que, j'imagine, il dit assez rapidement qu'il a 2 enfants? Toi, t'en penses quoi? Oui, rien. C'est comme moi, au départ, je suis dans une relation dans laquelle je Oui, ne veux pas ok, me ouais. projeter. Je me dis, bon, déjà, c'est un père de famille, ok, très bien. Enfin, voilà, il a déjà une vie avant, c'est un père, il va comprendre ce que moi, je peux rencontrer comme difficulté éventuellement en tant que maman solo. Lui, il est papa solo aussi, etc. Euh, mais donc, pour moi, c'est pas un problème qu'il ait 2 enfants parce que je suis pas à ce stade-là, contrairement à lui qui, lui, assez rapidement sent qu'on peut être bien ensemble et il a envie rapidement de se projeter avec moi, etc. Moi, la question des enfants me gêne pas puisque je suis pas du tout dans cette même conception de la relation à ce stade-là. Ouais, tu te projettes pas aussi Ouais, loin. pas du tout, parce que même si ça arrive 2 ans après la séparation avec le père de mon fils, je suis pas encore au stade où je me dis je vais me poser avec quelqu'un. Bon, il se trouve que très rapidement, il me propose, enfin il me parle des projets. Quand je dis rapidement, c'est peut-être 1 ou 2 mois après notre rencontre. Hein. On a discuté d'abord une quinzaine de jours, 3 semaines avant de se rencontrer une première fois en vrai. Donc là, ça a tout de suite matché, effectivement. Mais lui, très rapidement, donc au bout d'un mois ou deux, il me parle déjà. Donc moi, j'habitais Nogent-sur-Marne, donc près du bois de Vincennes, lui Paris 11, donc près du bois de Vincennes aussi. Donc très rapidement, il me dit, tiens, on pourrait se faire rencontrer les enfants, on pourrait aller faire de la barque sur le lac du bois de Vincennes, etc. Et moi, là, j'ai pris peur. Je me dis, non, mais pas du tout, là, c'est pas possible, en fait. Moi, je suis dans une phase là où j'ai juste envie de profiter, de prendre du bon temps, d'avoir quelqu'un, mais de façon légère. Et lui, il est déjà dans l'étape où il est en train de parler du fait qu'on pourrait faire se rencontrer les enfants. C'est pas possible. Mhm. Donc là, tout de suite, moi, j'ai pris peur. Et assez rapidement, donc au bout d'1 mois ou 2, je mets fin à la relation. Ok. Je mets fin à la relation en lui disant non, mais c'est pas possible en fait. Moi, ça me fait peur ce que tu me dis. Je suis pas du tout à ce stade-là encore. Donc là, on était au mois de juillet. Je me rappellerai encore toujours. On était au mois de juillet et bon, bah voilà, je lui dis non, stop, c'est pas possible. On va pas pouvoir continuer. Je suis pas prête à m'engager en fait. Et toi, oui, visiblement. Donc j'ai pas envie de te faire souffrir. C'est pas possible. Et lui, il dit quoi? Il réagit comment à ça? Ah bah lui, il tombe des nues. Mhm. Lui, il tombe des nues parce qu'effectivement, on s'était rencontrés à plusieurs reprises et ça se passait super bien en fait. Donc, il tombe des nues, il est très malheureux. Donc, se passe le mois de juillet, le mois d'août. Puis bon, moi, je pars en vacances toute seule avec mon fils, etc. Puis je me dis, t'es quand même trop bête, ma pauvre. T'as un mec super bien en face de toi, ça se passe très bien et toi, tu le quittes juste parce que t'as peur.
Et donc là, je me dis, je réfléchis en tant que psychologue sur Mhm. moi-même et je me dis, bon, tu as envie de baser tes choix de vie sur tes peurs ou sur tes envies en fait. Parce que là, tu es en train de les baser clairement sur tes peurs. Tu as peur, donc tu fuis. Mhm. Donc tu lui as dit stop. Et là, je me dis, non, mais prends sur toi ma cocotte, enfin, je veux dire, parce que tu auras peur tout le temps en fait. Après ce qui vient de se passer dans ta précédente relation, tu auras peur en permanence de te réengager avec quelqu'un. C'est clair. J'imagine que de point de vue psychologue aussi, c'est même logique que t'aies peur, en Oui, fait, après complètement. ce que t'as vécu, Parce- quoi. Oui, tout à fait. Après ce que j'ai vécu, et puis après tout ce que j'entends dans mon cabinet de psy, toutes les histoires C'est clair. de mes patientes ou de mes Et patients ouais. qui me relatent, qui retracent dans mon cabinet tout ce que j'ai pu moi endurer dans cette relation, parce que c'est loin d'être rare. Et donc je me dis, purée, mais il y en a partout en fait, des personnes qui peuvent vouloir nous faire du mal, ou qui sont toxiques en tout cas, ou des relations qui peuvent virer en tout cas à la toxicité. Donc je me dis, soit tu finis célibataire toute ta vie, et donc tu vas profiter, voilà, au gré de tes rencontres, de certaines relations, mais c'est pas forcément ce que je souhaitais non plus de ma vie. Soit, à un moment donné, tu es courageuse, tu prends sur toi, tu affrontes tes peurs, parce que là, tu as peut-être quelqu'un bien en face de toi, et tu peux, parce que tu as peur, passer à côté d'une histoire qui peut être une très jolie histoire, en fait. Mm. Donc, je l'ai recontacté, c'était à la fin du mois d'août, je crois, et il a quand même été quand même vachement sympa, hein, c'est pour ça que je dis qu'il est quand même très gentil, Mm. parce que tout de suite, il a accepté qu'on se revoie, enfin, à son retour de vacances, etc. On s'est revus, et puis voilà, à nouveau, bon, bah, à nouveau. À ce moment-là, en tout cas, j'étais prête, je m'étais conditionnée à me dire, ok, on va se rencontrer en fait, on va rencontrer aussi les enfants, on va faire se rencontrer les enfants. C'est ce qui s'est passé assez rapidement en fait. Les enfants se sont rencontrés. Donc à l'époque, hein, ils avaient 4, 6 et 8 ans, donc ils étaient petits. Hein, c'est pas évident après une rupture, je trouve moi, de montrer un nouvel homme, de montrer une nouvelle femme dans la vie de ses enfants. Je trouve que c'est Mm. pas si simple. On a fait ça très, comment dirais-je, de façon très fluide, sans dire, bah voilà, c'est le nouvel amoureux, la nouvelle amoureuse. On a juste dit bon. Voilà, j'ai dit à mon fils, moi, de mémoire, bah voilà, aujourd'hui, je vais rencontrer, enfin, tu vas rencontrer quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, et puis tu vas voir, il a 2 enfants, vous pourrez jouer pendant ce temps-là, etc. Donc ils se sont rencontrés comme ça, de manière assez informelle, on va dire. Mon fils avait compris que c'était quelqu'un que j'avais dans mon cœur, que j'appréciais beaucoup. Bon, Ouais, vous avez fait quoi? bah, je me rappelle très bien, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était chez Olivier. Donc, on s'est rencontrés. Les enfants ont joué dans la chambre des enfants toute l'après-midi. Enfin, en tout cas, pendant 1 heure ou 2. Pendant qu'Olivier et moi, voilà, on se voyait. Et puis, on les a laissés, voilà, faire connaissance comme ça. Mm. Et ça s'est fait comme ça. Après, on s'est revus au parc, dans des lieux un peu plus extérieurs et neutres, on va dire. Et le courant est bien passé, même si, bon, les enfants étaient intimidés au départ. Hein, je pense que c'est pas simple. C'était pas simple pour nous non plus. Hein. On se disait, mais est-ce qu'ils vont réussir à s'entendre, etc. Alors, bon, ça n'a pas toujours été fluide. Ça l'est toujours pas encore à l'heure d'aujourd'hui. Mm. Mais le courant est quand même passé. Et voilà, c'est comme ça que notre relation a commencé. Et on a commencé, mon fils et moi, à aller régulièrement, enfin le week-end en tout cas, les dimanches, quand j'avais mon fils seulement le dimanche, les week-ends après, quand je l'avais plus largement tout le week-end, chez Olivier, donc avec ses 2 enfants, ou inversement, c'est lui qui venait chez nous, mais mon chez moi était plus petit, donc c'était compliqué d'accueillir 3 personnes. Moi, mes réticences étaient fortes aussi à ce moment-là. Il n'était pas question d'entrée de jeu d'habiter sous le même toit, évidemment. On a d'ailleurs mis un certain temps avant d'emménager sous le toit. C'est moi qui étais très résistante. Je pense qu'Olivier aurait souhaité qu'on emménage ensemble plus rapidement. Moi, j'avais très peur. Hein. Moi, j'avais eu un enfant. Ça m'allait très bien d'en avoir un et un seulement. Ouais, parce que là, tu passais à famille nombreuse, quoi. 3 enfants, alors que t'étais avec C'est un ça. enfant seul, quoi. Ça change la donne, ouais. C'est ça. Exactement. Ça change tout. Ça change tout. Et en fait, quand en plus, les enfants d'Olivier, bon, ils avaient 4 et 8 ans, et puis ils étaient assez turbulents, quoi, hein, quand même. Moi, j'avais un fils très pépère. Charlie était un enfant très calme. Les enfants d'Olivier étaient plutôt très toniques. Et donc, moi, je me disais, oh là là, mais non, vivre sous le même toit, ça va pas être possible. Je vais péter un plomb, en fait. Je vais jamais y arriver. Donc, je mettais beaucoup de résistance, hein, une fois que la relation a commencé à durer, etc. Olivier m'avait jamais demandé ouvertement à ce qu'on habite ensemble, mais je sentais bien Mhm. quand même que c'était ce à quoi il aspirait, c'est ce vers quoi il voulait aller. Et du coup, moi, c'est vrai que je résistais très fort. Moi, j'avais vécu pendant, j'ai vécu 6 ans avec mon fils. Mm. C'est ce que je disais en début de podcast. J'ai vécu pendant 6 ans toute seule avec mon fils. Donc moi, je m'étais habituée à cette vie-là, très calme, où on était tous les deux. Ça m'allait très bien. Le dimanche ou le week-end, on voyait Olivier et ses enfants. Ça m'allait très bien. Et j'aurais pu tenir Ouais. comme ça très longtemps, en fait. Jusqu'au jour où j'ai compris que si je prenais pas une décision, je pense que j'allais perdre Olivier. Parce que lui, elle avait envie de s'engager. Lui, c'est quelqu'un de sérieux, qui aime l'engagement, la solidité du couple, de la famille. La notion de famille, pour lui, est quelque chose de très important.
Ça l'est beaucoup moins pour moi. Moi, j'ai pas grandi dans une famille où on m'a appris la valeur famille, en fait. Donc, en fait, pour moi, c'est pas une valeur qui est forcément à alimenter. Mais j'ai compris que je pouvais le perdre si si j'affrontais pas à nouveau mes peurs, en fait. Parce que là, il était question à nouveau d'affronter mes peurs, c'est-à-dire la peur d'habiter sous le même toit avec à nouveau un homme, en fait. Donc j'avais déjà cette peur-là de comment ça va être une relation au quotidien, à nouveau, parce que voilà, c'est super une relation où on se voit qu'une fois de temps en temps, je trouve que c'est génial. On se voit pour les bons temps, les bons moments. Mais à nouveau, imaginer un quotidien, ça me faisait peur. À nouveau, imaginer un quotidien, mais ce coup-ci avec 3 enfants, une semaine sur 2, puisqu'on était à ce stade-là, tous les deux en garde alternée, une semaine sur 2. Ça me faisait très peur aussi. Surtout avec des enfants que je trouvais assez agités, en fait. Ça m'a fait très peur. Et puis je me suis dit, non mais là, si à nouveau je prends pas une décision, il se peut que la relation prenne fin. Je souhaitais pas ça non plus, en fait. Donc je me suis dit, bon, là, tu vas prendre une décision. Ce qu'on a fait, on a fini par emménager ensemble il y a maintenant 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on vit sous le même toit, dans une maison à Vincennes. Et j'ai bien cru que les 6 premiers mois, tout allait s'effondrer, hein. Ah ouais, vas-y, Je raconte. tiens à dire ça parce que ouais, c'est important de témoigner du fait que c'est... Bah bon, alors je pense qu'il y a beaucoup de personnes sur ton podcast qui en témoignent quand même, mais de dire que les débuts sont quand même, je trouve, hein, très difficiles quand on emménage sous le même toit, d'autant que j'ai beau être psychologue et donc tout à fait savoir que avant d'emménager sous le même toit en famille recomposée, c'est super important dans le couple de parler des modèles éducatifs, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire, qu'est-ce qu'on dit à chacun, ils ont des âges différents, là on est au stade en plus ado, hein, 12, 14 et 16 ans. Qu'est-ce qu'on fait, comment on gère les téléphones, les temps d'écran, les punitions, est-ce que toi tu as le droit de punir mon fils, est-ce que moi j'ai le droit de punir tes enfants, comment on gère, enfin tout un tas de choses en fait. Les 6 premiers mois, ça a été vraiment... Moi, j'étais en plus en burn-out au niveau professionnel à cette période-là. Quand on a emménagé ensemble, donc autant dire que j'étais déjà épuisée au travail. Et c'est la période à laquelle on a emménagé sous le même toit. Donc autant dire que je n'avais aucun sas de décompression. J'étais en épuisement total à mon travail. Et j'étais en grande fatigue aussi à la maison parce que gérer un quotidien avec 3 enfants et un mari, plus un travail prenant, etc., c'était difficile. Donc ça a été l'enfer. Et j'ai eu beau savoir en tant que psychologue, comme je disais tout à l'heure, qu'il fallait discuter, qu'il aurait fallu qu'on prenne le temps de discuter des règles à mettre en place, etc. On l'a pas fait. On l'a pas fait parce que je pense qu'on s'est dit, on a déjà passé des vacances ensemble, après tout. On a déjà passé 3 semaines l'été, telle année, telle autre année, etc. Et c'est vrai, l'été, on partait tout le temps ensemble en vacances. C'était pas facile, mais on partait. On se disait, bon, bah, finalement, si on l'a fait, habiter sous le même toit au quotidien, ça va être pareil. Pas du tout. Pas du tout. Le temps des vacances et le temps du quotidien sous un même toit, c'est pas la même chose. Grosse erreur. On n'en avait pas discuté. Donc, on est arrivé dans un quotidien où on s'est pris la tête très souvent. On n'arrêtait pas de se disputer dans notre couple parce que on n'avait rien mis au clair au départ. Aucune règle expliquée aux enfants non plus. Donc en fait, ça partait dans tous les sens. Les enfants ont sans doute senti une faille, donc ils étaient très perturbés, etc. Très contents d'habiter ensemble, mais très perturbés aussi par l'absence de cohérence, je pense, éducative, quoi. Ils ont senti qu'on s'énervait très souvent, lui, moi, entre nous. Il y avait énormément de disputes entre nous à la maison, que les enfants forcément entendaient, même si on essayait d'être vigilants. Bon, ils ont entendu beaucoup de disputes. Je pense que ça les a aussi beaucoup perturbés, hein. Ils avaient déjà connu une séparation respectivement, hein, de leurs parents. Je pense qu'ils appréhendaient aussi qu'à nouveau, il y ait peut-être une séparation, puisqu'on se disputait énormément. Et ça se passait tellement mal qu'à un moment donné, on a pris la décision de faire une thérapie familiale. C'est-à-dire qu'on est parti, on a contacté des collègues que je connaissais, de nom, et on a fait quelques séances qui nous ont fait du bien d'ailleurs. Chaque adulte a pu avoir son espace de parole durant ces séances de thérapie familiale, en fait, pour essayer de faire comprendre à chacun voilà, à quel moment ça pouvait être dysfonctionnel pour les autres, qu'un tel ou un tel agisse de telle ou telle manière. Voilà, c'était très dur aussi pour les enfants que chacun trouve sa place, hein. Mon fils passait d'une vie où il était fils unique avec moi à une vie où il se retrouvait avec 2 autres enfants et il était celui du milieu. Pas évident non plus pour les enfants de mon mari, je pense, enfin de celui qui est devenu mon mari depuis. Vivre en famille recomposée, c'est toute une gageure, hein, pour trouver sa place. Trouver sa place déjà en tant qu'enfant, je pense que c'est pas simple. Retrouver une place, enfin tout est chamboulé, hein, dans la famille recomposée au niveau des enfants. Enfin, je veux dire, quand il y a plusieurs enfants ensemble. Et puis ça se fait d'un coup, quoi, c'est pas petit à petit. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis il y a souvent aucune histoire commune. On doit l'écrire, cette histoire-là.
quand on commence à habiter ensemble, alors oui, il y avait une histoire commune qu'on avait commencé à écrire en passant des vacances ensemble, mais ces enfants, ils n'ont aucune histoire commune. Enfin, je veux dire, autant Olivier et moi, on avait une histoire commune, une histoire où on s'est rencontrés, où on s'est aimés, où on a pris des décisions ensemble. Les enfants, on les coltine tous les trois sous le même toit, on leur a pas demandé leur avis. Je pense que c'est pas si simple. Donc effectivement, ça a été très difficile, mais les séances de thérapie familiale, j'encouragerais d'ailleurs les auditeurs qui écoutent ce podcast à ne pas hésiter à franchir le cap de... Parfois, on peut avoir peur de ça, mais honnêtement, ça donne la parole à tout le monde et on entend aussi le point de vue des enfants, les enfants entendent le point de vue des adultes, on entend chacun s'exprimer, chacun peut trouver enfin sa place, comprendre que c'est finalement ni facile pour l'un, ni facile pour l'autre, que c'est facile finalement pour personne au départ. Et que voilà, j'encouragerais vraiment les auditeurs à ne pas hésiter à faire cette démarche de consulter si besoin, parce qu'effectivement, je pense vraiment que vivre en famille recomposée, c'est loin d'être simple. Pour les enfants, pour ce qu'on vient d'évoquer, et pour les adultes, pour d'autres raisons. Moi, ça a été difficile de passer d'un stade où voilà, j'avais un seul enfant, où là, je devais m'occuper de trois. C'est vraiment très difficile. Il y a un envahissement que Camille en Somme décrit très bien dans son livre. Tu l'as interviewé aussi dans un de tes podcasts. Elle décrit très bien le côté envahissement sonore, envahissement géographique, enfin l'espace de la maison est envahi. Moi avec mon fils, on était tous les deux, c'était simple. Il avait sa chambre, tout son bazar dans sa chambre, moi j'avais le salon, etc. Là on passe à 3 enfants, un envahissement à tout niveau, les semaines où ils sont là, évidemment, parce qu'ils ont envie de profiter du parent qui est le leur cette semaine-là. Donc en fait, ça a été vraiment quelque chose de très dur à gérer pour moi, le bruit, l'envahissement géographique, l'envahissement à tout niveau. Donc en fait, il faut bien dire que les premiers temps, franchement, je trouve que c'est loin d'être simple et que ça nécessite, ce que nous n'avions pas fait, ça nécessite énormément de communication préalable au sein du couple. Je crois qu'il n'y a pas de... Ça, c'est vraiment la psychologue qui parle quand je dis ça. Le socle de la famille recomposée, c'est le couple. Un couple solide, en fait. Un couple solide, cohérent. Et si le couple vacille, la famille recomposée va vaciller aussi. En fait, c'est vraiment le ciment du couple. Enfin, vraiment, on doit poser en tant que couple on est les premières pierres de l'édifice, quoi, et doivent être ancrées par du ciment. Sinon, tout ce qui se construit par-dessus, c'est très fragile, hein. Donc, ça a été compliqué. McCrispy strips are now at McDonald's. I hope you're ready for the most dippable chicken in McDonald's history. Dip it in all the sauces. Dip it in that hot sauce in your bag. Dip it in your McFlurry. Your dip is your business. McCrispy strips at McDonald's. Make your next move with American Express Business Platinum. Enjoy complimentary access to the American Express Global Lounge Collection. And with a welcome offer of 150,000 points after you spend $20,000 on purchases on the card within your first 3 months of membership, your business can soar to new heights. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Amex Business Platinum. Built for business by American Express. Ça a été compliqué. Mais comme quoi, c'est rattrapable parce que Oui. vous l'aviez pas fait au préalable, mais du coup, vous avez pu le faire après. Exactement. Donc, c'est chouette de le dire aussi, quoi. Ouais, exactement. Et il est jamais trop tard pour le faire, en fait. Ouais, il est jamais trop tard pour le faire. Et la thérapie familiale nous a aidés à comprendre qu'en fait, il fallait absolument qu'on communique. Nous, on avait tendance, quand on se disputait, à se dire, on se dispute à cause des enfants. C'est à cause des enfants qu'on se disputait. On finissait par en vouloir aussi aux enfants. Alors qu'ils étaient petits, qu'on finisse par se disputer. Et on a compris qu'on se disputait pas à cause des enfants, mais qu'on se disputait au sujet des enfants. Et c'est pas pareil, en fait. C'est pas à cause d'eux, ils sont pas la cause de nos disputes, mais c'est le sujet de nos disputes. Mais c'était à cause de nous, en tant qu'adultes, qu'on se disputait, parce qu'on avait tendance à pas avoir communiqué au départ sur qui fait quoi, qui a le droit de faire quelle chose, est-ce que c'est toi qui gères ce truc-là, est-ce que c'est moi, est-ce qu'on se met d'accord, comment on se met d'accord, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et tout ça, on l'avait pas mis au clair. Alors la thérapie familiale nous a vraiment aidés, nous, en tant que couple en tout cas, à comprendre qu'on avait vraiment un rôle majeur à jouer. Donc à la maison, on a placardé des règles, on les a affichées au départ, alors maintenant c'est plus affiché. On en était passé par des choses très concrètes, hein. On a, parce que quand on a 3 enfants, c'est vraiment un truc, ça paraît du détail, mais l'ordre des douches, qui met la table, qui débarrasse le lave-vaisselle, ça paraît des choses anodines quand on a un enfant ou deux, mais quand on en a 3, nous, c'était des sujets à chaque fois de tension sur, moi, c'est pas moi qui veux prendre ma douche en premier, non, c'est un tel, non, hier, c'était moi, lui, du coup, c'est lui aujourd'hui. Bon, bref, c'était un enfer pour des sujets aussi anodins qu'une douche ou une table à mettre ou le nombre de frites ou de nuggets dans l'assiette, très honnêtement. Donc on a mis des règles en place sur tel jour c'est tel enfant en premier, tel enfant en deuxième, tel enfant en troisième, tel jour c'est tel enfant qui met la table, tel autre jour c'est un tel, etc. Bref, on a vraiment mis des choses très au clair, histoire que ce soit plus des sujets de discorde entre nous. On s'est dit aussi, ok, comme on gère telle ou telle chose, le temps d'écran, on fait quoi?
Est-ce que, comme ils n'ont pas le même âge, on met le même? Est-ce que c'est différent? Enfin, est-ce que c'est juste? Parce qu'encore une fois, c'est aussi ça le problème, c'est que c'est particulièrement difficile de trouver des règles justes pour tout le monde quand ils n'ont pas le même âge, en fait. Il y en a toujours un qui va dire oui, mais les autres ont le droit à ci et pas moi. Bon, je pense que même dans les familles classiques, ça se retrouve. Là, c'est pas le propre des familles recomposées. Bien sûr, ouais. Mais il y a encore plus d'enjeux quand c'est au sein d'une famille recomposée. Ouais. Pourquoi? Parce que les enfants sont sans arrêt en train de dire, nous c'était le cas des nôtres, ah bah Charlie, donc moi mon fils, Charlie, sa mère, elle le laisse faire plus de choses, ou nous on n'a pas le droit de faire autant, etc. Donc il y a un vrai enjeu sur, ah la maman d'un tel le laisse faire plus de choses, nous, toi papa, tu nous laisses pas faire autant, etc., etc. Et ça c'est compliqué en fait, il y a vraiment des enjeux différents. Ouais, c'est clair, mais est-ce que vous, en tant que couple, vous aviez l'impression, tu vois, toi, est-ce que tu pouvais avoir l'impression que ton fils était lésé par rapport au sien, et lui, que ses enfants étaient lésés, ou est-ce que ça restait juste au stade des enfants, tu vois, de ces espèces de trucs qu'il a plus, tu vois ce que je veux dire? Oui, alors je pense que c'était sans doute assez juste de la part des enfants à un moment donné de dire ça. Pour quelle raison? Et là, je vais aborder un sujet, je trouve, qui est super important, en tout cas, je le trouve, en tant que psychologue, qu'on n'évoque pas si souvent que ça au sein de la famille recomposée. On parle souvent, au sein de la famille recomposée, du conflit de loyauté que peuvent avoir les enfants vis-à-vis de leurs autres parents. C'est-à-dire, ah bah, est-ce que j'ai vraiment le droit d'aimer ce nouveau beau-père? Est-ce que papa va pas m'en vouloir si j'aime mon nouveau beau-père? Ou inversement. Bon. On parle souvent du conflit de loyauté dans ce sens-là, mais on oublie souvent de parler, et ça c'est vraiment quelque chose que moi j'ai vécu en tant que maman, du conflit de loyauté qu'on peut éprouver en tant que parent vis-à-vis de son enfant. C'est-à-dire que moi, je finissais dans cette famille recomposée, c'est encore le cas aujourd'hui, même si c'est beaucoup moins vrai, parce qu'ils sont ados, qu'ils ont grandi, donc que la problématique est différente. Mais moi, je finissais sans arrêt par être dans un conflit de loyauté vis-à-vis de mon fils en me disant, le temps que je consacre aux deux autres, c'est du temps que je ne consacre plus à mon fils. Comment va-t-il le vivre? Et je savais que mon fils le vivait pas bien, puisqu'il m'a déjà dit, en tout cas au début de la recomposition familiale, j'ai perdu ma maman, j'ai perdu ma berceuse, tu chantes ma berceuse aux deux autres enfants, à Emma et Adrien, tu leur chantes ma berceuse alors que c'était la mienne. Donc c'était la petite chanson que je chantais pour s'endormir au départ. J'ai perdu ma maman, maintenant tu t'occupes des autres et plus de moi. Donc en fait, imagine la culpabilité que, en tout cas, moi clair. ça m'a renvoyé. Non, Alors, j'ai tendance à culpabiliser très facilement déjà, mais c'est vraiment des propos qui peuvent. Alors mon fils exprimait juste ce qu'il ressentait, il avait tout à fait le droit de le formuler. Ouais, bien sûr. Et il vaut mieux d'ailleurs qu'il le formule. Tout à fait, c'est ça. Ouais, que la parole se libère, quoi. Mais c'est vrai que moi, je me suis dit, waouh, effectivement, tout le temps que je consacre quand je fais faire les devoirs aux enfants de mon mari, c'est du temps où je ne suis pas en train de faire les devoirs aux miens. Les temps où je suis en train de consoler, par exemple, tel ou tel autre enfant, c'est autant de temps où je console pas le mien. Et donc, j'ai énormément culpabilisé en tant que maman d'avoir le sentiment de ne plus apporter à mon fils, nous qui avions vécu 6 ans de fusion totale, de ne plus lui apporter ce que je pouvais bien lui apporter pendant ces 6 années-là. J'avais parfois le sentiment qu'il se sentait abandonné, alors que c'était pas le cas, mais il le vivait comme ça en tout cas. Et du coup, j'ai eu tendance, et c'est là que je disais tout à l'heure que quand tu me posais la question, non, quand les enfants de mon mari ont pu dire ouais, Charlie il a le droit à ci, pas nous, etc. C'est vrai que j'ai eu tendance, probablement par culpabilité, à cause de mon conflit de loyauté. Parfois, j'en suis consciente, et c'est pas forcément une bonne chose, c'est juste que parfois on fait comme on peut. Quand on est psy, on n'en reste pas moins un être humain qui peut faire des erreurs aussi, ou faire comme il peut, en tout cas, plus que comme il veut. Et du coup, j'ai eu tendance parfois à privilégier mon fils, en lui accordant plus peut-être de privilèges, ou plus de temps, plus qu'aux deux autres en fait. Voilà. Et donc ça, aujourd'hui, j'essaie évidemment, même si je crois que les enfants de mon mari le comprennent aujourd'hui, c'est-à-dire que je leur explique souvent que de la même manière qu'ils aimeront toujours plus leur maman que moi j'aimerais toujours plus mon fils qu'eux. Ça veut pas dire que je les aime pas, c'est juste qu'à un moment donné, il y a une réalité aussi qu'il faut entendre en fait. Et de la même manière que mon père, pas mon père, mais que mon fils aimera peut-être toujours plus son père que mon mari, ça veut pas dire qu'il aime pas Olivier. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des liens qui sont faits comme ça, et qu'en aucun cas ça veut dire que je les aime pas. Mais effectivement, j'ai eu tendance à privilégier mon fils par peur qu'il soit malheureux, qu'il souffre. Quand on se sépare, nos enfants ont déjà suffisamment souffert et on a peur de les faire souffrir encore plus une fois qu'on recompose une famille. Donc ouais, j'ai fait quelques erreurs, quelques boulettes, on en fait tous, je crois, et je pense que c'est important déjà d'en prendre conscience. Ouais, c'est ça. Ensuite, d'essayer de modifier ce qu'on peut modifier pour faire en sorte que ce soit le plus juste possible quand même, en fait. Et de son côté, Olivier, pareil, t'as toujours trouvé qu'il était à l'écoute, qu'il se remettait en question, qu'il pouvait faire ce même travail que toi tu faisais, de prendre conscience des choses et de réajuster. Alors lui, c'est ce qu'il dit. Moi, je suis pas toujours d'accord. Ouais. Il se remet en question, oui, mais il a tendance lui aussi, et je crois que c'est vraiment
je trouve ça normal en fait, je trouve ça légitime. Il a tendance aussi, quand il arrive des conflits, des tensions, à défendre plutôt ses enfants que le mien. De la même manière que moi je défendrais peut-être toujours plus, sauf cas exceptionnel où là véritablement on voit vraiment bien que peut-être c'est mon fils qui a tort, et là où je lui dirais bah non, là t'as tort, et tu changes de comportement. Mais lui a tendance à défendre ses enfants et moi j'ai tendance à défendre le mien. Et je crois que ça c'est quand même humain de se dire ouais, c'est compliqué en fait, c'est parfois très compliqué. Donc oui, il est quand même relativement juste, mais parfois, même s'il n'en a pas tout à fait conscience, et même si je le lui dis, oui, je pense qu'il aura toujours tendance à défendre davantage ses enfants que le mien, et moi, je ferai toujours pareil, en fait. Ça, c'est quelque chose de compliqué qu'on a du mal à bouger l'un et l'autre. Ouais. Ok. Et raconte-nous alors comment vous avez fait pour que ça fonctionne, quelles sont, tu vois, ces règles que vous avez pu mettre en place, enfin, quel est le positionnement que vous avez choisi chacun pour que du coup aujourd'hui ça fonctionne et que vous soyez sortis de ces 6 mois d'enfer dont tu parlais du départ, quoi. Ouais, alors ça a bien duré 6 mois. Donc ce qu'on a mis en place, c'est la thérapie familiale. Ça nous a quand même bien aidé. Je ne sais plus combien de séances on a faites, hein. Elles étaient quand même assez espacées. Et vous y allez toujours tous les 5 ou des fois que tous les 2 On y allait tous les 5, Ok. oui. Alors après, dans la thérapie familiale, il y avait donc 2 thérapeutes, hein. En général, il y a 2 thérapeutes pour un nombre d'individus assez important. Donc il y avait 2 thérapeutes et elles nous ont encouragés après à faire plutôt un travail pour nous deux, sur nous deux. Sur, voilà, c'est de dire, bah, Oh my God, it's the coolest thing ever. Hey guys, have you heard of Goldbelly? Well, check this out. It's this amazing site where they ship the most iconic, famous foods from restaurants across the country, anywhere nationwide. I've never found a more perfect gift than food. They ship Chicago deep dish pizza, New York bagels, Maine lobster rolls, and even Ina Garten's famous cakes. Seriously. So if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT. Home means something different to everyone. But with Rocket Mortgage, home can mean even more. It can mean a college education, taming your high-interest debt, even a renovation. We've made it easier than ever to use your home equity. That home you worked so hard for, now it can work hard for you. Call 800-4ROCKET or visit rocket.com to find out more. Rocket Mortgage, LLC, licensed in all 50 states, NMLSconsumeraccess.org, number 3030. les enfants, c'est bon, ils ont pu exprimer ce qu'ils avaient exprimé. Maintenant, s'il reste un travail à faire, c'est peut-être plus à vous mettre en accord, vous, sur comment vous gérez telle ou telle situation. Donc, à l'époque, on ne l'a pas fait parce qu'on s'est senti capable de le faire tous les deux, sans forcément aller consulter un thérapeute de couple. Donc, ce qu'on a fait tous les deux, on a beaucoup discuté. Moi, j'ai énormément lu sur le sujet. Après, je suis psychologue, donc forcément, encore une fois, hein, c'est pas parce qu'on est psychologue qu'on sait faire à la maison. Hein. Il y a une différence entre être psychologue au travail et être une maman. Oui, avoir la théorie et appliquer après le truc, quoi. Et donc, mais quand même, je dirais quand même que ça aide, hein, ça aide quand même beaucoup. Ah oui, tu as les ressources déjà. Donc, c'est quand même vachement plus simple pour appliquer des choses, pour faire passer aussi certains messages à mon mari, etc. Donc, on a beaucoup discuté, on a beaucoup communiqué sur, oui, certaines règles. Encore une fois, là, on est en plein dedans. C'est pour ça que je me répète sur les temps d'écran, mais c'est vraiment des choses qu'on a à gérer au quotidien. Enfin, comme tout parent, je pense qu'il y a des ados, hein. Mais les temps d'écran, les horaires de sortie, les devoirs, qui gère quoi, les punitions, comment on fait parce que moi, au départ, j'avais beaucoup de mal à ce que Olivier punisse ou lève la voix sur mon fils, par exemple. Moi, j'avais pas trop de mal à punir mes beaux enfants. Enfin, quand il y avait besoin, hein. Moi, je suis pas une adepte de la punition, mais quand il y a besoin, parfois, c'est nécessaire. Ou de faire comprendre certaines choses. Et je sais que parfois, quand on recompose en famille, enfin, quand on forme une famille recomposée, parfois, il y a des conjoints ou des conjointes qui ne laissent pas, qui disent non, ok, moi je veux bien que tu t'occupes de mes enfants, mais s'il y a une punition à avoir ou si c'est pas toi qui gères, c'est moi. Nous, on s'est mis d'accord là-dessus, c'est-à-dire que moi j'ai toujours dit à Olivier, écoute, s'il y a besoin de sanctionner, s'il y a besoin d'élever la voix, s'il y a besoin de dire bah là c'est pas bien ce que tu fais ou là tu m'as mal parlé, tu lui dis. Et moi je ferai pareil pour tes enfants. On a remis tout ça à plat. Voilà, véritablement pour que voilà, Olivier aussi a pu me dire bah voilà, moi ma ligne rouge elle s'arrête là, ça je suis capable de supporter, ça non. Moi, je lui ai dit aussi jusqu'où mes limites pouvaient aller. Ça, je suis capable de supporter. Par contre, quand tes enfants me disent telle chose ou parce qu'on en est encore, même si ça fait 4 ans qu'on vit sous le même toit et donc 8 ans qu'on est en relation parfois, à ce que ces enfants me disent pas bonjour ni bonsoir si je leur dis pas. Et je sais que c'est fréquent parce que sur les patientes que j'accompagne en consultation, c'est un sujet qui revient souvent en famille recomposée. Parfois que les enfants de l'autre ne disent pas bonjour ou bonsoir ou oublient. Moi, c'est insupportable pour moi. Et tu fais quoi alors justement? Tu réagis comment quand ça se passe?
Alors moi, je le fais remarquer à Olivier, qui ne le remarque pas toujours, soit des fois parce qu'il est déjà parti au travail et donc il s'en rend pas compte, soit parce qu'il n'a pas assisté à la scène, entre guillemets. Mais t'attends que les enfants soient partis et après tu lui en parles à lui, c'est ça, quand ils sont plus là? Tu leur dis pas à eux? Alors souvent, j'y vais moi-même et je tends la joue en disant bonjour. Bonjour un tel, ou bonsoir. Donc je fais remarquer qu'ils ne l'ont pas fait. Donc après, ah oui, pardon, j'ai oublié. Mais moi, c'est un truc de base, ça. Dire bonjour, au revoir, pour moi, si ça, c'est pas acquis, c'est un vrai problème. Donc je suis assez intransigeante là-dessus, peut-être. Mais pour moi, c'est vraiment la politesse de base, en fait. Je ne comprends pas comment, en 4 ans de vie, sous le même toit, ça puisse encore être des choses oubliées. Pour moi, c'est pas acceptable. Donc en fait, c'est vrai que j'ai tendance à dire au lieu, tu vois, là, aujourd'hui, alors il y a des jours où ça se fait très bien, où ils y pensent et il n'y a pas de souci. Et puis il y a des jours, parfois ça se répète. Ce matin, c'était le cas, par exemple, on est en vacances et il y en a un des deux qui m'a pas dit bonjour. Et donc c'est vrai que c'est difficile, en fait, parce que je crois véritablement qu'être belle-mère, je crois que c'est vraiment pas la même chose que d'être beau-père. Et encore une fois, à aucun moment je ne suis en train de dire que c'est facile d'être beau-père, hein. Je ne dis pas ça, mais je trouve qu'être belle-mère, avec tout l'investissement qu'on peut y mettre, le temps qu'on y consacre, etc., ne pas se voir ou s'entendre dire bonjour ou bonsoir, pour moi, c'est vraiment un truc qui est très compliqué à accepter. Émotionnellement, moi, ça me fait vite monter en pression. Parce que je trouve que c'est simplement du respect. Et s'il n'y a pas de respect, c'est comme dans un couple amoureux, c'est ce que je disais tout à l'heure, par rapport à ma relation passée ou par rapport au respect que j'ai tout de suite senti chez Olivier. Dans la relation avec les enfants, je crois que c'est hyper important qu'il y ait aussi du respect. Pour moi, dire, les marques de politesse, c'est des marques de respect, ça doit être essentiel, c'est la base des relations. Je comprends, ça reste des enfants, alors ils sont ados maintenant quand même, donc on peut oublier une fois, voilà, ça peut arriver, mais enfin quand c'est récurrent, c'est quand même assez problématique. Et je trouve que c'est un manque de reconnaissance parfois. Parce que parfois, l'enfant va dire bonjour à son papa, et je parle là en général, pas forcément juste dans notre famille, hein. Parfois, les enfants de l'autre vont dire bonjour à leur père, mais vont pas dire bonjour à la belle-mère, alors qu'elle est dans la même pièce. Pareil pour le bonsoir. Et ça, c'est quand même quelque chose qui peut être très violent. J'entends beaucoup de patientes, moi, dans mes consultations, me dire à quel point c'est violent pour elles de vivre ça. Et donc, je tiens à le dire aujourd'hui dans ce podcast, c'est vrai que c'est assez violent. Et c'est très courant, en effet, mais t'as raison de le redire. Oui, c'est courant, hein. C'est des trucs du quotidien comme ça, mais qui sont assez difficiles à vivre, même si ça paraît du détail. Quand ça se répète, c'en est pas, en fait. Mais Olivier, par exemple, ça, il est d'accord avec toi. Quand tu lui en parles, c'est un truc qui te dit, en effet, c'est pas acceptable et donc, bien sûr, t'as bien fait. Enfin voilà, je lui ferai remarquer ou. Alors là-dessus, je n'ai rien à lui reprocher. D'ailleurs, sur beaucoup de choses, je n'ai rien à lui reprocher du tout. Là-dessus, il est d'un soutien infaillible. Il va tout de suite, s'il est à la maison, le dire à ses enfants, de dire mais quand même. Là, tu vas dire bonjour à Emmanuel, ou là, c'est important que tu lui dises bonjour ou bonsoir. Okay. Moi, c'est vrai que mon fils, on peut lui reprocher plein de choses. Il peut être très insolent, y compris vis-à-vis d'Olivier. Il est dans une phase où c'est compliqué pour lui en ce moment. Et donc, en revanche, mon fils dit toujours bonjour, bonsoir. Alors ça, on peut pas lui reprocher. En revanche, on peut lui reprocher plein d'autres choses. C'est vrai que pour Olivier, ça peut être difficile. Charlie peut être dans une phase où il peut être assez insolent, que ce soit à mon égard ou à son égard à lui. Ça, c'est sa ligne rouge à lui, hein. Mon mari n'accepte pas. Enfin, je suis pas sûre qu'un parent accepte ça, mais l'insolence, etc. Et donc là, moi, j'interviens tout de suite. Ouais, c'est toi, du coup, plutôt, s'il y a de l'insolence de Charlie envers son beau-père, ça va être toi qui interviens ou Moi, tout de suite, j'interviens. Si je suis là, tout de suite, j'interviens parce que je ne supporte pas qu'il soit insolent, déjà tout court, avec qui que ce soit vis-à-vis de moi ou d'Olivier, c'est la même chose. Donc si je suis là, je vais tout de suite réagir. Et parfois, Olivier ne va pas oser. Alors je pense peut-être par peur de s'emporter trop. Donc il va pas forcément dire quelque chose ou il va juste dire stop, tu me parles autrement. Et c'est moi qui vais demander à Charlie, si je suis présent dans la pièce, tu t'excuses tout de suite auprès d'Olivier. Tu n'as pas à lui parler de cette manière-là. Pour moi, c'est super important de montrer à Olivier que je suis de son côté, que je valide ce qu'il vient de formuler, par exemple à Charlie, s'il vient de lui dire tu me parles autrement, de pouvoir l'appuyer. Je trouve qu'en famille recomposée, c'est quelque chose qui parfois manque. En tout cas, c'est ce que j'entends beaucoup de femmes. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes qui disent ça, mais en consultation, on reçoit plus de femmes quand même pour ce sujet-là, en tout cas. Et j'entends, moi, énormément de femmes dire « mais je ne me sens pas validée par mon mari, par mon conjoint, sur ce que je peux dire à ses enfants, par exemple. » ou à mon enfant. Et je crois que de la même manière que dans un couple classique, on doit se soutenir, se valider, appuyer l'autre dans sa posture. Quand il y a eu un manque de politesse, un manque de respect, de l'insolence, ça c'est vraiment quelque chose, je trouve, qu'il est très important d'apporter au conjoint ou à la conjointe en fait. De la validation dans la position, la posture qu'il prend vis-à-vis des enfants ou de ses beaux enfants. C'est un truc super important. De dire oui, là ce que Olivier vient de te dire, je suis d'accord avec lui. Tu n'as pas à lui parler comme ça. Je trouve que ça donne du crédit à l'autre parent et ça c'est super important pour valider l'autre aux yeux de nos enfants, quoi.
Et le rôle du parent est en fait hyper important dans tout ce qui se joue entre le beau-parent et les beaux-enfants. Complètement, complètement. Et c'est là que nos disputes les 6 premiers mois n'ont pas aidé parce que quand on se disputait et qu'ils entendaient, moi, Charlie et les 2 enfants de mon mari de leur côté, on peut se dire, bon bah voilà, ils se valident pas l'un l'autre, ils sont pas d'accord, ils devaient m'en vouloir à moi de me disputer avec leur père, Charlie devait en vouloir à son beau-père, à Olivier, donc de se disputer avec moi, et donc ça n'a pas donné du crédit d'emblée, d'entrée de jeu à l'autre parent, quoi. À la belle-mère ou au beau-père. Donc en fait, c'est aussi pour ça que dans les stratégies qu'on a essayé de mettre en place, c'était aussi, qui paraissent évidentes, évidemment, mais qui sont pas toujours évidentes à mettre en place quand c'est aussi tendu au quotidien, ça a été vraiment de faire super attention à nos disputes, d'essayer de beaucoup moins se disputer, encore moins devant les enfants, évidemment, mais bon, des fois ça débordait, je veux dire, on reste des humains comme les autres, d'essayer de parler plus doucement quand ça se faisait dans la chambre, pour pas qu'ils entendent, etc. Enfin, vraiment, on a beaucoup pris sur nous pour essayer de faire en sorte qu'ils soient le moins impactés possible. C'était déjà pas évident pour eux, en fait. Ouais, mais c'était des super conseils, tout ça. Et aujourd'hui, par exemple, sur tout ce qui est logistique, organisation familiale, comment vous êtes répartis les rôles entre tous les deux, tu vois? Est-ce qu'il y en a un qui... Après, ils sont ados, mais qui gère les transports pour tous les enfants? Est-ce que vous êtes dans ce mélange-là, ou est-ce que toi, tu t'occupes quand même plutôt du tien, lui des siens? Comment vous vous répartissez? Alors, ils sont ados, donc il faut rappeler ça parce que ça aurait été, je pense, différent si j'avais répondu à ta question quand ils avaient encore 4, 6 et 8 ans. Là, ils ont 12, 14 et 16, donc ils sont assez autonomes. Nous, on vit en région parisienne. Donc, les enfants sont autonomes sur les transports en commun pour aller chez leurs autres parents. Ce qui fait que nous, on ne les véhicule pas. Ils prennent le bus, le métro pour l'un, le bus, pour les autres, le métro pour aller selon les semaines chez l'autre parent ou les week-ends selon. Donc ils sont autonomes là-dessus. Donc ce n'est pas nous qui gérons les transports. En revanche, c'est beaucoup moi qui gère. Alors moi, je travaille de chez moi, de la maison. Donc en fait, quand les enfants rentrent de l'école, moi j'y suis. Mon mari a un poste à responsabilité qui fait qu'il rentre plus tard à la maison, donc c'est souvent moi qui gère. Alors la plus grande est très autonome pour ses devoirs, elle gère toute seule, mais c'est moi qui gère les devoirs souvent pour son plus jeune, donc celui qui a 12 ans, qui est en 6e, et c'est moi qui gère les devoirs de Charlie. Donc pour les devoirs, c'est souvent moi qui gère. Moi, je finis souvent le travail vers 4h30, donc de 4h30 à 7h30, c'est moi qui gère les enfants à la maison. Je suis avec eux à la maison. Mon mari rentre à 7h30, donc à partir de là, voilà, on prend le repas ensemble, mais sur le temps avant, c'est plutôt moi qui gère. Grosso modo, quand même, c'est plutôt moi qui gère tout ce qui concerne mon fils, vraiment. Et pour ce qui concerne ses enfants, bon, ils sont grands, la plus grande a 16 ans maintenant, mais c'est assez bien réparti, je dirais. Il gère un certain nombre de choses, loisirs, etc. pour son fils, et moi, je vais gérer plutôt les devoirs, etc. pour son fils. Voilà, c'est assez bien réparti. D'accord. Et sur l'aspect financier, est-ce que vous faites un pot totalement commun? Est-ce que toi, t'as qu'un enfant, lui, il en a 2? Est-ce que vous prenez ça en compte, ou est-ce que c'est par rapport à vos revenus? C'est par rapport à nos revenus. Mon mari gère beaucoup sur le plan financier. Il gère beaucoup parce qu'il gagne bien sa vie, mieux que moi. Il ne faut pas croire que les psychologues s'en mettent plein les poches comme beaucoup le pensent. Je profite de ce podcast pour le rappeler. Donc, il gère une grosse partie de tout ce qui concerne les dépenses à la maison. Moi, en revanche, je vais gérer tout ce qui concerne les dépenses pour Charlie. Tout ce qui est la cantine à l'école, tout ce qui concerne sa carte de transport en commun, tous ses vêtements, etc. Ça, c'est moi qui gère. Mon mari gère pour ses enfants. En revanche, après, voilà, mon mari gère le loyer pour rentrer dans les détails. Et moi, je vais gérer pas mal de courses, lui aussi. Enfin, voilà, c'est réparti en fonction de ce qu'on est capable de dépenser l'un et l'autre, en fait. Chacun en fonction de ce qui rentre sur le compte en banque. Et ça a été fluide, ou ça a pu être un sujet compliqué au départ, ou jamais? Non, ça n'a jamais été un sujet. Ça n'a jamais été un sujet. Comme les revenus ne sont pas équitables, qui gagnent bien plus que moi, on fait en fonction de nos revenus, et ça n'a vraiment jamais été un sujet entre nous. Que ça puisse me mettre mal à l'aise, moi, oui, ça c'est un vrai sujet pour moi, parce que moi qui suis très autonome, très indépendante, j'ai beaucoup de mal parfois à accepter que c'est lui qui va payer plus parce que lui peut davantage. Donc ça, c'est moi qui dois dealer avec ma conscience et ma culpabilité, ma gêne. En revanche, pour lui, ça n'est pas un sujet. Ok. Et j'avais envie de te poser aussi une question. Je suis pas sûre que tu l'aies dit en on là, mais en off, moi, tu m'as dit que maintenant le mode de garde avait été plus ou moins modifié, qu'en tout cas ton fils était chez vous la majorité du temps, que c'était plus une garde alternée. Lui, ses enfants sont toujours en garde alternée. Est-ce que ça a pu être un sujet pour lui ou pour vous compliqué? En tout cas, le fait, tu vois, qu'il voit plus ton fils, en fait, que ses enfants, et qu'il n'y ait pas le même mode de garde. Comment vous avez géré ça? Oui, ça a pu être compliqué. Alors, mon fils a fait le choix, pour des raisons personnelles, de vivre exclusivement avec moi, en ne voyant donc plus son papa que
un week-end sur 2 et même pas la moitié des vacances scolaires, enfin plutôt la moitié des vacances l'été, mais le reste de l'année avec moi en permanence. Donc ça a été un sujet parce que comme mon fils est dans une phase d'adolescence un peu compliquée, ça a été un vrai sujet pour mon mari de se dire waouh, on va avoir Charlie tout le temps. Non pas qu'il n'aime pas Charlie, hein, mais Charlie a un comportement compliqué en ce moment. Donc ça a été un vrai sujet, ce que je peux comprendre pour lui. En revanche, je lui ai dit voilà, c'est comme ça, pour des raisons personnelles, il ne peut plus rester chez son papa comme il le souhaiterait. Donc voilà, il va venir à la maison. Donc il a posé ses conditions. Il a discuté avec Charlie. Il lui a dit écoute Charlie, moi je veux bien que tu viennes habiter ici tout le temps. En revanche, il y aura des règles. C'est-à-dire qu'il s'agira que tu participes à ça, il s'agira que là tu n'oses plus le temps sur moi, ou que tu ne sois plus insolent, etc., etc. Ou quand je te dirai de faire ci, tu n'attendras pas une demi-heure pour le faire. Il a mis des règles parce que sinon ça n'aurait pas été envisageable pour lui de concevoir cette cohabitation en permanence finalement, sous le même toit, sans que ces règles soient respectées. Et je peux comprendre. Je peux comprendre que ce soit pas simple d'avoir les enfants de l'autre en permanence. On avait trouvé notre rythme. Après tout, c'est vrai, même si c'est souvent très difficile dans les tout premiers temps de la séparation, de ne plus voir ses enfants en permanence. On avait trouvé notre rythme de croisière. Nous, on avait une semaine sur 2 les enfants, une semaine sur 2 on était en amoureux finalement. Donc en fait, on avait aussi cette semaine-là pour se retrouver. C'est plus le cas. Non pas qu'on n'ait plus du tout de temps à 2, mais on est soit à 5, soit à 3. C'est plus la même chose en fait. Hein. On n'a plus qu'un week-end tous les 15 jours à 2. Donc c'est déjà bien. Hein. Il y a des parents qui n'ont même pas ça. Ouais. Mais c'est vrai que ça a été un vrai sujet pour mon mari. Ça n'a pas coulé de source. T'as l'impression qu'il peut culpabiliser du fait d'avoir plus ton fils que les siens ou pas ça en tout cas? J'ai pas le sentiment. Ok. Mon mari est très à l'aise avec la garde partagée. D'accord. C'est un rythme qui lui convient bien. J'ai pas le sentiment, en tout cas s'il l'a éprouvé, il ne me l'a jamais dit, qu'il pouvait éprouver de la culpabilité. En revanche, que ce soit difficile pour lui, de s'occuper davantage peut-être d'un autre enfant que des siens, pardon. Oui, ça peut être. Mais de la culpabilité, non, je crois pas. Et la semaine où vous avez que ton enfant à toi, il s'investit auprès de lui, etc. Oui, tout à fait. Alors, en sachant qu'il rentre tard de son travail, donc c'est plutôt moi qui vais gérer. Mais effectivement, oui, il est investi. Non, Olivier, c'est un homme formidable. J'espère que vous l'aurez tous compris, vous qui écoutez ce podcast. Ouais. J'ai trouvé une perle. Donc, c'est un homme hyper droit, hyper investi, mais pour qui le respect est une valeur sur laquelle on ne transige pas, en fait. Et donc, c'est pour ça que quand Charlie a dû revenir habiter sous notre toit tout le temps, bon, moi, j'en étais très heureuse. Hein. Moi, j'ai à cœur de pouvoir m'occuper de mon enfant le plus souvent possible. Mais pour lui, la condition, c'était s'il n'y a pas de respect, ça va pas être possible. S'il y a trop d'insolence, si les règles ne sont jamais respectées, ça va pas être possible pour moi que Charlie vienne habiter sous le toit en permanence. Donc Charlie a entendu ça, donc voilà, je dis pas que c'est facile pour lui, il est dans une phase assez compliquée, mais voilà, je peux tout à fait comprendre que mon mari ait posé ses comment dirais-je, ses limites en fait, et ses revendications. Oui, après, tu dois être la première à le savoir. Je pense que c'est plutôt positif aussi pour un enfant d'avoir un cadre et des limites, et c'est aussi un témoignage, tu vois, d'amour et d'attention de la part de ton mari, je trouve, d'avoir fixé ça. Il pourrait aussi en avoir rien à faire et par contre dire, ok, il est là, moi je m'en occupe pas, et par contre, il y a pas de règles. Oui, complètement. Ça aurait pu, parce que je sais que c'est le cas dans d'autres familles recomposées. J'ai tellement entendu de patientes me dire que dans leur recomposition, il y avait un conjoint, mais qui s'occupait pas du tout des enfants des patients, donc des femmes que je voyais. Et donc, bien sûr, ça aurait pu se passer comme ça, parce que ça existe, et il y en a un certain nombre, hein, de la même manière qu'il y a peut-être des belles-mères qui s'occupent pas. Mais après, ça peut être un choix, hein, quand c'est discuté dans le couple. Oui, c'est-à-dire chacun gère ses enfants. Non mais c'est ça, si tout le monde est ok avec le truc... Et il n'y a aucun jugement là-dessus. Moi je pense que si ça convient à tout le monde, et si on est ok avec les règles de départ, il y a aucun sujet. Seulement, moi c'est pas ce que j'attendais d'Olivier, qu'il ne s'en occupe pas. J'attendais aussi d'Olivier quand même, non pas qu'il remplace le papa de Charlie, parce qu'on ne remplace jamais qui que ce soit, mais quand même qu'il ait un rôle de beau-père, c'est-à-dire investi quand même. Alors je l'attendais d'autant plus que moi je suis une belle-mère hyper investie. Et pour moi, c'est pas possible que ça aille dans un sens et pas dans l'autre. C'est-à-dire, je lui demande pas d'être autant investie que je le suis, parce que moi j'ai tendance à être entière et donc à être pleinement dans mon rôle, dans mes rôles, dans les différents rôles que j'occupe. Et donc je lui demandais pas de l'être autant que moi, mais il me semblait impensable, et j'ai pu mal le vivre à un moment donné, quand je sentais qu'il y avait pas trop de lien entre Charlie et Olivier au début. J'ai pu très mal le vivre parce que je me disais, mince, vu tout ce que je donne, je suis quand même vachement embêtée que en face je perçoive pas ce même investissement.
Donc ça aussi, ça a été des choses qui ont pu être discutées. C'est-à-dire, mais j'ai envie que tu puisses proposer à mon fils de faire des jeux, j'ai envie que tu puisses proposer à mon fils d'avoir des temps rien qu'avec lui, etc. C'est important pour moi parce que moi, je le fais avec tes enfants et je ne conçois pas que tu puisses ne pas le faire avec le mien, en fait. Quand il y a trop de déséquilibre, je trouve que c'est pas que je trouve, c'est que je pense que ça n'est pas bon, en fait, et que ça doit être relativement équilibré. Sinon, c'est source, là encore, c'est fréquent, c'est ce qu'on peut lire dans plein de témoignages. Quand on est psy, c'est ce qu'on entend beaucoup de femmes dire aussi. Il peut y avoir énormément de rancœur vis-à-vis du conjoint par rapport à tout l'investissement que nous on peut mettre en tant que belle-mère et par rapport à l'autre qui fait pas grand-chose. Alors c'est pas mon cas dans ma relation heureusement, mais je sais que c'est très fréquent ça quand même. Et quand tu as pu en parler à Olivier, il l'a entendu et c'est des choses après qu'il a mises en place. Oui, il est très très attentif. Il va pas forcément bien prendre ce que je vais lui dire dans la seconde, parce qu'il va essayer de dire mais non c'est pas vrai, etc. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit énormément dans l'après-coup et qui va pouvoir dire oui c'est vrai, t'as raison. Et je vais être attentif à ça. Et après coup, effectivement, son comportement va être modifié. Donc, je sais qu'il y fait attention. Donc, c'est aussi quelqu'un de très intelligent dans la relation, justement parce qu'il va prendre en compte ce que je lui dis, réfléchir, mettre son ego de côté pour pouvoir justement dire, OK, elle a peut-être raison là, j'ai peut-être pas fait pas comme il fallait, mais en tout cas comme elle peut-être voudrait, comme il serait bon que je fasse. Je vais essayer de modifier mon comportement. C'est quelqu'un de très intelligent là-dessus. Et est-ce que dès le départ de votre relation, vous avez pu, enfin, t'as dit que vous aviez pas assez communiqué finalement avec du recul, mais est-ce que c'est des choses, en tout cas ça, que vous avez pu vous dire, ce que tu disais là, que toi, de toute façon, tu attendais de cette famille recomposée un investissement du beau-père, que toi, tu comptais t'investir. Enfin, tu sais, on disait que ça, Oui. voilà, chacun met son curseur. Vous en aviez parlé dès le départ ou pas? Alors non, pas du tout. Moi d'ailleurs au départ, moi j'ai été élevée dans une famille parce que mon père est décédé très tôt. J'ai perdu mon papa quand j'avais 5 ans, donc en fait moi j'ai été élevée par une femme qui était ma mère et je n'ai été élevée que par ma mère, même si j'ai eu des beaux-pères après. Finalement c'était surtout ma mère qui s'est occupée de moi, de nous, mes sœurs et moi. Et donc j'ai le modèle sur le plan familial où quand on a des enfants, c'est la maman qui s'en occupe, point. Donc c'est vrai que quand je suis arrivée dans la relation avec Olivier, pour moi c'était moi qui allais m'occuper de Charlie, point. Et quand je dis qu'aujourd'hui j'ai à cœur qu'Olivier investisse son rôle de beau-père, c'est parce que j'ai compris que c'était important qu'il joue ce rôle-là, y compris pour Charlie en fait. Carrément. Parce que les enfants peuvent aussi très mal vivre le peu d'investissement d'un beau-parent, d'un beau-père ou d'une belle-mère. C'est-à-dire que ça peut être pris comme un manque d'intérêt, c'est-à-dire que je ne suis pas assez intéressant pour que le beau-père ou la belle-mère s'occupe ou s'intéresse à moi, j'ai pas assez de valeur pour qu'on ait envie de s'occuper de moi, etc. Donc sur l'estime de soi de l'enfant, c'est quand même quelque chose de très important que le beau-parent, que ce soit la belle-mère ou le beau-père, s'investisse pour l'enfant qui lui fait face et qui n'est pas le sien. Et donc, moi, j'ai grandi dans un modèle où c'était principalement ma mère qui s'occupait de nous. Moi, j'ai élevé Charlie presque toute seule, finalement, puisque je m'en suis occupée énormément toute seule. Et donc, au départ, je laissais pas forcément Olivier prendre cette place-là. C'est-à-dire que quand il pouvait dire des choses à Charlie, ça me faisait tiquer un peu. C'était compliqué pour moi. Même s'il avait le droit de le faire, hein. Et donc, j'avais tendance à réagir en disant mais non, c'est bon, laisse-le, etc. Et donc, évidemment, à le contredire ouvertement devant les enfants, ce qui n'aide pas. Hein, encore une fois, je rappelle, on a beau être psy, on peut faire des bourdes ouvertement devant les enfants, qui plus est. Et il réagissait comment, lui, pardon, quand tu faisais ça, par exemple, que tu... Ah ben, on se disputait, parce qu'il me disait mais et inversement, il pouvait faire pareil avec moi. Hein. Donc c'est pour ça qu'on se fritait très souvent, parce que ouvertement devant les enfants, quand moi je me positionnais vis-à-vis des siens ou lui vis-à-vis du mien, on se disputait parce que moi j'étais pas tout à fait d'accord avec ce qu'il disait au mien, lui était pas tout à fait d'accord avec ce que je disais au sien, et donc on avait tendance à se friter ouvertement puisqu'on se disait ouvertement, y compris devant les enfants, mais dans une volonté aussi de défendre l'enfant ouvertement devant l'autre, hein, de dire mais non, là t'as vu comment tu lui parles, non là c'est pas vrai, il a pas tout à fait fait ça, t'as tort quand même, là le disputer pour ça. Bon, on avait beaucoup de mal l'un et l'autre à lâcher prise là-dessus quand même, il faut le dire. Et finalement on a quand même beaucoup progressé, hein. L'espace de la recomposition familiale c'est un espace aussi de progrès, d'évolution perpétuelle et continue je crois. Donc on a quand même beaucoup avancé là-dessus. Et moi j'ai compris aussi que c'était super important, même si parfois c'était dur pour moi qu'Olivier prenne position vis-à-vis de Charlie, et parfois pour lui dire des choses qui sont pas agréables à entendre mais qui sont justes. J'ai compris que c'était important, y compris pour l'estime de soi de Charlie. C'est-à-dire, oui, même quand Olivier, là, il est en train de te dire que tu n'as pas rangé ta chambre et que tu dois le faire, parce que ça fait déjà 3 fois qu'il te le répète, c'est qu'il te considère, c'est qu'il t'apporte de l'importance. Oui. Parce que s'il en avait rien à faire de toi, il te dirait rien et il ferait comme si tu n'existais pas. Et donc, c'est pour ça que moi, je me suis assouplie, Olivier s'est assoupli aussi. On apprend à être beaux-parents. C'est pas... On rêve pas, hein. On peut rêver d'être une maman, d'être un papa. Enfin, on rêve pas d'être une belle-mère ou un beau-père, c'est pas vrai. Donc c'est vraiment un rôle qu'on apprend à prendre sur le tas.
et qu'on apprend toute sa vie, je crois, durant. Voilà, et quelque chose qui n'est pas toujours simple. Mais je crois qu'on a fait des progrès quand même, on se débrouille mieux qu'avant. On n'est pas encore parfait, hein, mais on se débrouille mieux qu'avant quand même. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by LifeLock. Not everyone is careful with your personal information, which might explain why there's a victim of identity theft every 5 seconds in the U.S. Fortunately, there's LifeLock. LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats to your identity. If your identity is stolen, a U.S.-based restoration specialist will fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year by visiting lifelock.com/podcast. Terms apply. Là, c'est chouette d'avoir justement cette expérience-là et ce recul-là et d'entendre que ça peut démarrer pas hyper bien et puis en fait, en effet, comme tu dis, être en progrès en permanence, quoi. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de leur lien à tous les trois? Parce qu'en plus, ils sont ados aujourd'hui, ça fait quand même quelques années qu'ils vivent ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont créé comme lien et qu'est-ce que vous en voyez, quoi? Est-ce que c'est positif? Oui, alors globalement, on va dire que c'est plutôt positif, mais c'est toujours source de tension. Ils sont 3, donc il y en a toujours 2 qui vont être plus proches, c'est pas toujours les mêmes, et un qui va être de côté. Et donc, un temps, mon fils était très proche de la fille aînée de mon mari. Là, il se rapproche davantage du plus petit, mais ils se fritent en permanence, les 3, pour des raisons différentes. Comme dans beaucoup de fratries, finalement. En fait, il se passe, je pense, entre eux, ce qui se passe dans la majorité des fratries classiques et peut-être assez souvent aussi dans les recompositions familiales. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ils s'entendent super bien, où ils vont s'éclater. Ils vont même parfois se manquer. J'entends parfois Charlie me dire « Bon, quand est-ce qu'ils reviennent, Emma, Adrien, là ?» Bon, sous-entendu quand même, je m'ennuie un peu sans eux la semaine où ils sont pas là, tout en se plaignant aussi parfois de dire « Ah, vivement la semaine où je serai tout seul ». Donc, ils peuvent se manquer, être contents de se retrouver, super bien s'entendre, mais ne plus se supporter. Là, ils sont à un âge où chacun peut avoir son univers un petit peu particulier, donc ils arrivent davantage à prendre des temps individualisés, mais ça reste quand même assez source de tension, hein. Je dirais qu'il y a encore beaucoup de fois où on va se disputer avec Olivier, alors plus comme avant, et surtout ce qui a beaucoup changé, c'est qu'avant on se disputait beaucoup et ça durait longtemps. On pouvait se disputer, se faire la tête pendant 1 jour, 2 jours, et c'était compliqué de communiquer. Aujourd'hui, on va se disputer, ce qui a été le cas aujourd'hui sur un sujet, et 5 minutes après, on en a discuté et on passe à autre chose en fait. C'est-à-dire qu'on a appris à communiquer autrement, à gérer la situation autrement. Et donc, aujourd'hui encore, si on s'est disputé dans la journée, c'était au sujet des enfants, par rapport à ce qui a pu se passer entre les enfants. Mais on ne se dit plus, encore une fois, on s'est disputé à cause des enfants, c'est leur faute. Non, c'est pas leur faute. Je crois que c'est rarement leur faute. Et en revanche, qu'on se dispute au sujet des enfants, ça arrive encore assez souvent. Là où on a beaucoup progressé, c'est qu'on arrive à communiquer tout à fait autrement. On n'est plus dans une forme de rapport de force où on voulait dire « mais c'est toi qui as tort, c'est moi qui ai raison » et on ne s'écoutait plus. On n'essaie plus de se convaincre l'un et l'autre que c'est nous qui avons raison, que c'est l'autre qui a tort. On essaie plus de s'entendre, de dire « ok, j'ai compris que tu avais géré la situation comme ça parce que toi tu l'as vécu comme ça, moi j'ai géré comme ça parce que moi je l'ai comprise comme ça la situation, ok, on s'est pas compris, allez on passe à autre chose. Et la prochaine fois on gérera comme ci ou comme ça. » Et on a une communication beaucoup plus efficace. Et qu'est-ce qui fait que vous avez réussi quand même à faire ça? Tu crois que c'est le temps, que c'est parce que tu parles de la thérapie, mais bon, quelques séances, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça arrive toi à moins venir te piquer et qu'en fait t'arrives, tu vois, à passer à autre chose parce qu'il a géré le truc comme ça et voilà, et lui pareil, et qu'il y ait plus de rancœur qui reste un peu là, planante pendant 1 ou 2 jours? Je pense que on a compris tous les deux qu'on pouvait en arriver à se séparer à cause de ça. Moi, à plusieurs reprises, j'ai dit j'y arriverai pas. Je vais lâcher l'affaire, je n'y arriverai pas. Parce qu'il faut pas sous-estimer la difficulté que ça représente, hein, d'être investi, de gérer parce qu'on se dit si j'étais toute seule, j'aurais pas tout ça à gérer en fait, ce serait bien plus simple. Alors, on serait pas plus heureux tout seul, hein, peut-être, mais c'est ce qu'on se dit parfois quand on est au beau milieu des tensions. Donc, on a à plusieurs reprises, en tout cas moi, à plusieurs reprises, j'ai failli lâcher le navire. Hein. Qu'est-ce qui fait que tu ne l'as pas fait? Tu vois, j'ai posé la même question à Camille, en somme, mais... Alors, je crois véritablement que c'est l'amour d'Olivier et la confiance qu'il avait dans le fait qu'on allait y arriver. Il a réussi à me dire, écoute, non, j'ai pas envie qu'on se sépare. On s'aime et on est capable d'y arriver et on va s'y prendre autrement.
Et à chaque fois que j'ai failli lâcher le navire, et c'est arrivé un certain nombre de fois quand même, en 8 ans, en 4 ans qu'on vit sous le même toit, c'est arrivé pas mal. C'est pas arrivé depuis un moment quand même que je le dise ça. On est mariés depuis 2 ans, donc depuis 2 ans, c'est pas arrivé une seule fois que je lui dise là j'en peux plus. Qu'il y a eu des moments difficiles, oui, mais je crois vraiment que ce qui m'a fait rester à chaque fois, et pourtant, hein, honnêtement, il y a eu des moments extrêmement difficiles, durs, où vraiment j'étais sûre de moi, que là, ça pouvait pas continuer comme ça. Et non pas parce que je l'aimais plus lui, hein, mais parce que c'était trop dur à gérer. Et vraiment, la confiance qu'il avait, et que moi, je n'avais plus, dans le fait qu'on allait y arriver. C'est-à-dire sa confiance m'a portée et m'a permis, moi qui avais la tête sous l'eau, de remonter à la surface. Il a été ma bouée, quoi. Et de me dire, ok, s'il lui a confiance, c'est qu'on va y arriver, en fait. Si lui, il y croit, c'est que c'est possible, même si moi, j'y crois plus. J'ai envie de lui faire confiance. J'ai envie de lui faire confiance, c'est-à-dire je sens qu'il est capable de faire en sorte, alors que moi, je n'y crois plus, qu'on se donne les moyens, quoi, d'y arriver. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a fait rester. Vraiment ça. Et comment lui, lui, t'as déjà dit comment il avait cette confiance, tu vois, inébranlable, c'est son amour pour toi qui fait Alors oui, je crois qu'il y a ça, mais il y a aussi son optimisme. Alors non pas que je ne le sois pas, mais je crois que je suis un peu plus réaliste qu'optimiste personnellement, mais c'est son optimisme sans faille. Olivier, c'est quelqu'un d'hyper positif tout le temps et qui a beaucoup confiance en la vie. Moi, c'est pas que j'ai pas confiance en la vie, c'est que à un moment donné, moi j'ai déjà vécu des choses tellement difficiles dans ma vie, des fois je me dis non, en fait là, ce truc-là, là j'en peux plus. C'est bon, j'ai pas vécu tout ce que j'ai vécu difficile aujourd'hui pour encore vivre un truc compliqué. Donc c'est vrai que parfois, moi, j'ai plutôt envie, non pas de baisser les bras, parce que je pense pas les avoir baissés, mais de dire, ok, là c'est bon, j'ai plus de ressources, en fait, j'y arrive plus. Alors que lui, il est tout le temps plein de ressources. C'est vraiment une de ses qualités, c'est que même dans les situations très compliquées, là on parle de la famille recomposée, mais c'est même dans sa vie personnelle, même quand il vit des choses très compliquées, il a toujours des ressources, quoi, et la confiance dans le fait que ça va aller. Et c'est vrai que ça m'a porté. Et ça me porte encore. Ouais, ça m'étonne pas, c'est une sacrée force. Hein. Ouais, de sentir ça chez l'autre, c'est vraiment quelque chose qui porte. Hein. Bien sûr. Parce que clair. quand on sent que l'autre est aussi vacillant que nous, j'ai envie de dire, c'est un peu plus compliqué quand même. Bien sûr. Là, je sentais qu'il était fort, qu'il avait les épaules, le courage, l'envie, l'amour et la patience. Et en fait, c'est des choses qui sont indispensables pour que ça marche, en fait. Et quand moi, je les avais plus, lui les avait. Donc, en fait, c'est vrai que ça m'a porté, ça me porte encore véritablement. Bah écoute, trop chouette, Emmanuel, c'est top. Je trouve que tu as dit plein de choses hyper importantes. Est-ce que toi, tu vois des choses que tu as envie d'ajouter de ton côté? Moi, j'ai juste envie de terminer en disant à toutes les belles-mères ou les beaux-pères, hein, d'ailleurs, qui nous écoutent, de pas perdre espoir. On peut le perdre souvent en cours de route, parce que c'est vrai que la famille recomposée, c'est quelque chose de compliqué à gérer. Ça peut être compliqué à plein de moments, mais j'ai juste envie de dire que surtout, la chose sur laquelle il ne faut pas transiger, c'est l'importance à accorder à son couple. Le couple, c'est la base, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de dire. Malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans la famille recomposée, justement, le couple, c'est la base fondamentale de la famille recomposée. C'est le noyau central. Et si ça, c'est pas solide, le reste pourra pas l'être. Prendre du temps pour soi à deux, communiquer. Moi, je dis que le maître mot dans la famille recomposée, c'est communiquer. Tout le temps. Communiquer, communiquer et recommuniquer. Communiquer encore, même si on a déjà communiqué sur le sujet. Y revenir, le reprendre sous différentes formes. En fait, c'est vraiment ça que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que même dans les moments où il y a du désespoir, du découragement, ça peut donner vraiment quelque chose de beau, d'enrichissant pour les enfants, même si c'est pas facile tous les jours, ni pour les enfants, ni pour les adultes. Et en même temps, c'est aussi apprendre sur soi, apprendre qu'on a des ressources qu'on pensait pas avoir, et qu'on a une patience qu'on pensait pas avoir non plus. C'est apprendre sur soi, découvrir sur soi. Et finalement, c'est ça que j'ai envie de dire. Ne laissez pas tomber votre couple parce que c'est la base de tout. Et ne pensez pas que tout se joue sur les enfants, la bonne entente entre les enfants. Non, la base, c'est... Alors, bien sûr que ça joue, évidemment, mais la base, c'est le couple. Donc, ne délaissez jamais votre couple. C'est juste ça que j'ai envie de dire. Bah écoute, super, ouais, je pense que c'est un message hyper important, donc c'était chouette, enfin t'as dit plein de choses d'ailleurs, je pense que c'est un épisode qui va être hyper riche, t'as dit plein de choses hyper chouettes, en mêlant en plus voilà ton histoire perso et puis des petits tips de psychologue, donc c'est trop cool, merci beaucoup. J'espère que ça pourra en aider certains, ou que en tout cas au moins ça aura procuré à certains quelque chose d'agréable de l'écouter, si ça ne les a pas aidés, au moins qu'il y ait eu du plaisir à écouter cet épisode.
Non, mais j'en suis sûre. Et puis ça ouvre à chaque fois des petites portes, ça plante des petites graines. Enfin, c'est l'objectif quoi des épisodes. Et je suis sûre que celui-ci fera partie des épisodes qui vont planter des petites graines, faire évoluer, remettre en question des choses, faire bouger des lignes dans des familles recomposées. Donc c'est trop chouette. Merci beaucoup, Emmanuelle. Merci à toi, Élise, pour ton podcast et merci pour cet épisode. Avec plaisir. Bye bye. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je remercie encore infiniment Emmanuelle d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire et son quotidien de famille recomposée. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le faire circuler autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast et lui laisser un chouette avis sur Apple Podcast. Le podcast a aussi maintenant son compte Tipeee si vous souhaitez le soutenir financièrement. N'hésitez pas, c'est ce qui permet de le faire perdurer encore et encore. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et let's go les Cool Step Families!